Voilà, on est bon. On peut Bon, bah commencer. écoute, allons-y donc. Donc merci, merci à tous d'être là. Alors aujourd'hui, j'ai proposé de vous parler un peu de cette question de la crainte de l'effondrement à partir de mon travail clinique et aussi à partir de certaines notions qui me servent un peu de repère dans ma pratique et dans ma construction théorique. Alors, comme Jacob le disait avant, j'ai un travail, je propose un travail de psychothérapie avec des enfants et des adolescents depuis une quinzaine d'années. Et ce travail de psychothérapie, me confronte régulièrement à cette question de la destructivité, hein, destructivité qui est très proche dans cette théorisation de Hmm. Winnicott, et aussi l'enjeu de pouvoir proposer un espace qui puisse contenir ces expressions-là de destruction, en proposant des modulations, comme dirait Winnicott, créatrices. Hmm. Et dans ce contexte-là, l'environnement, autre thématique importante de la théorie winnicottienne, occupe une part importante dans cette construction psychique du sujet, quand cette constitution même est, comment dire, quand la constitution même de cet environnement défaille, hein. Et c'est à Hmm. cet endroit-là que je vais prendre ce bout de l'effondrement, hein, quand cet environnement défaille, et où le sujet se trouve alors dans un profond désarroi, proche de ce que Freud appelait l'Hilflosigkeit, hein, la détresse primordiale. Enfin, ça dépend après des traductions. Alors, dans le titre de mon intervention, j'ai proposé l'image du corps et son rapport au temps dans les expériences de lutte contre les agonies primitives chez l'enfant et l'adolescent. Hmm. Alors, j'ai voulu intituler mon intervention de ce côté-là parce que justement, cette notion d'image du corps, qui est proche de, Hmm. justement, notamment déjà Dolto au départ, puis Pankow, hein, Hmm. qui permet aussi pour moi de pouvoir situer cliniquement déjà, pas que théoriquement, où en sont les sujets, les patients que je reçois, dans leur capacité de construire une représentation de soi et une représentation des relations, Hmm. hein. C'est un peu comme ça qu'on le situe classiquement, notamment quand on fait des épreuves projectives, hein. Tout ce qu'on peut retrouver du côté du Rorschach notamment, hein. Hmm. Alors en fonction de ces représentations-là, représentation de soi et représentation des relations, donc il est possible de proposer plusieurs hypothèses de travail à ces enfants, dans le cadre de ce travail de thérapie aux enfants et aux adolescents. Et deux idées principales sont ressorties, qui sont issues de ce titre-là: le rapport au temps, la question de la temporalité, et les expériences de lutte dans le sens de défensive, hein, défensive pour lutter contre l'envahissement de ces agonies primitives, hein, qui témoignent de cet effondrement-là. Alors la crainte de l'effondrement est véritablement une proposition théorique qui s'inscrit dans ces théories psychanalytiques, car elle tente vraiment de saisir à la fois les enjeux de constitution même du psychisme et les impacts des failles de cette constitution dans la construction subjective. Et c'est véritablement pour moi, enfin, c'est comme ça que moi je l'entends principalement, une théorisation du temps, des temporalités psychiques. Alors, sans faire toute une lecture de ce texte-là, de la crainte de l'effondrement, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, hein, je reprends juste quelques éléments qui me permettront d'avoir des points de repère. Alors, Winnicott apporte cette idée de breakdown à la fois comme l'échec d'une organisation, pardon, d'une défense qui serait parfois plus accentué dans les psychoses, mais pas nécessairement, et également comme un phénomène universel qui toucherait chaque sujet du fait de l'état de dépendance absolue dans laquelle se trouve le sujet au premier temps de la vie, le confrontant, pour le coup, à de possibles angoisses disséquantes primitives ou agonies primitives dans d'autres traductions, hein, dont l'environnement devrait se saisir pour aider à la construction de défenses pouvant les contenir. Parce que pour Winnicott, il le dit dans d'autres textes d'une autre manière, ce temps de dépendance absolue confronte le sujet à, à de possibles grands états de détresse et l'environnement est là pour apporter différents supports qui permettront de construire vraiment un étayage suffisamment solide qui lui permettront de poursuivre sa vie, quoi. Il y a aussi également dans ce texte-là, qui peut être parfois assez énigmatique, assez contradictoire, hein. Donc il y a cette question de l'échec de l'organisation d'une défense. Autre idée, l'idée que la crainte de l'effondrement serait un phénomène universel, et une idée qui va un peu plus loin dans cette dimension de l'effondrement de l'institution du self unitaire, hein. Alors ça, ce sont plutôt des éléments qui se rapprochent du côté
a priori de certaines formes psychopathologiques. Et un auteur qui est aussi un grand lecteur de Winnicott, c'est un psychanalyste américain, je crois, de la côte ouest californien, qui s'appelle Thomas H. Ogden, qui a beaucoup travaillé ces questions de crainte de l'effondrement, justement, et ces questions autour notamment de l'environnement, souligne à juste titre la complexité de la notion de breakdown qui signale le breakdown à la fois comme une donnée potentiellement qui permet d'expliciter les failles du psychisme, c'est-à-dire les éléments potentiellement psychopathologiques, et ce qu'il en est le risque potentiel de l'effondrement du psychisme en soi. Je m'explique. Euh, Dans le cadre on va dire, de problématiques psychopathologiques, comme par exemple les éléments psychotiques, les éléments névrotiques, d'autres tendances plutôt de mouvements dépressifs, même si ce sont des éléments qui font souffrir le sujet, ce sont quand même des éléments qui permettent d'assurer une certaine défense au sujet. Défense qui permettent de lutter contre ce que Winnicott appelle l'effondrement, mais qu'on peut appeler aussi, dans certains cas, des compensations psychiques ou même voilà, des éléments presque de dislocation psychique dans le cadre notamment d'éléments schizophréniques. Hein. Et dans les entrées en psychose, par exemple, on voit ça plus chez les adultes. Il y a on appelait avant ça des bouffées délirantes aiguës. C'était des temps un peu intermédiaires à l'entrée en psychose où justement la personne se trouvait à la fois dans un état de décomposition totale, dans un état de décomposition, un problème psychique, et aussi un état de grande perplexité. Ce sont des états cliniques comme ça qui sont assez caractéristiques et qui confrontent le sujet vraiment à une forme de vide absolu. Et l'enjeu est vraiment pour le sujet, pour sa survie psychique, de permettre à ce qu'il y ait la mise en place de défense pour lutter contre cet effondrement-là. Hein. Et justement, il y a parfois cette confusion qui est faite dans cette question de l'effondrement, comme si c'était forcément une sorte de synonyme de la psychose, alors que Winnicott le signale très bien, et je pense que c'est aussi une nécessité, la psychose est quand même déjà une organisation. Voilà par rapport à ces éléments-là. Par rapport à ce que amène aussi Ogden, il situe aussi ce modèle de l'effondrement au cœur des relations précoces, déjà au départ, comme à la suite de Winnicott, où le sujet se trouve, comme je disais avant, dans un état de dépendance absolue. Et de fait, dans sa proposition théorique, il associe des mécanismes de défense à ces angoisses disséquantes primitives. Juste pour rappel, il y a cette question du retour à un stade de non-intégration. C'est une des modalités d'angoisse qui est proposée par Winnicott. Il associe ça à un mécanisme qu'il appelle la désintégration. C'est ce qui est relatif au mécanisme plutôt psychotique, on pourrait dire. Il y a un autre élément, c'est le tomber à jamais, la chute sans fin. Hein. Il associe cet élément-là à un mécanisme de défense qu'il appelle le self-holding, où le sujet se sent contraint de construire un semblant de holding, hein, donc dans des proximités qu'on pourrait associer à ce qu'on revoit maintenant autour des... que Winnicott appelait un peu le faux self aussi, et des états un peu limites qui permettent un peu d'assurer une certaine, euh, comment dire, intégrité au psychisme. Il y a aussi la part de la complicité somatique qu'évoque Winnicott, et Ogden l'associe à la dépersonnalisation. Autre exemple, la perte du sens du réel, c'est un recours qui est utilisé au narcissisme primaire pour lui. La perte d'être en relation avec des objets est associée, et là plus classiquement, à la défense aussi autistique, par exemple. Voilà, il essaye toujours d'articuler, parce qu'il montre bien que les angoisses, les agonies primitives ne sont, est un risque potentiel pour le psychisme, et le psychisme se contraint d'office à proposer une organisation défensive. Voilà par rapport à ces éléments-là, autour de ce texte de la crainte de l'effondrement. Autre élément important qui me semble nécessaire de rappeler, c'est la question de l'environnement et ce lien avec ce breakdown. Alors, par rapport à, à la distinction notamment entre les théorisations de Winnicott et de Freud, on repère qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue autour de la notion de pulsion.
hein, entre ces deux auteurs. La notion de freudienne de pulsion situe sa source à l'intérieur, dans une distinction entre excitation interne et externe, comme le rappelle André Green, où le premier modèle analogique que propose Freud du psychisme est l'arc réflexe, qui constitue cette idée d'unité du psychisme. Et entre Winnicott et Freud, un changement de polarité dans la définition de la pulsion se met en place. C'est plus une polarité, on va dire, pulsion-objet, mais c'est plutôt le sujet-objet, hein, chez Winnicott, selon Brusset notamment. Il y a une autre polarité qui est mise en place avec l'introduction de l'environnement, où on va dire que Winnicott s'oppose un peu à l'idée de la constitution du psychisme de l'intérieur, qui, euh, qui est proposée par Freud, où il y a vraiment ce développement de la pulsion qui se met en place, alors que Winnicott est vraiment dans cette idée que le psychisme se construit de l'extérieur à partir des supports que le propose l'environnement. Voilà par rapport à cette question de, de l'environnement. Au niveau clinique, moi, je vais juste vous donner des courtes vignettes parce que voilà, ça prendrait trop de temps d'aller plus loin par rapport à ça. Au niveau clinique, on repère qu'il y a des liens entre des carences qui perturberaient dans la relation la continuité d'être, comme disait Winnicott, et l'émergence de... Il y a un lien, on pourrait dire, entre les carences perturbant la continuité d'être et l'émergence de symptômes proches de ce qu'on appelait avant l'hyperkinésie, l'inattention, l'agitation. Et ce sont des pistes cliniques qui me semblent intéressantes d'explorer dans une sorte de continuum, hein. Il y a tout un ensemble de catégories cliniques maintenant qui sont utilisées en psychiatrie, hein, autour des diagnostics de TDAH, oui, de TOP, de troubles oppositionnels provocateurs, voilà, je vais le retrouver, et autres troubles d'attention. Et on pourrait dire que la préoccupation maternelle est une sorte de configuration psychique qui permet à la mère de construire et maintenir ce sentiment continu d'existence dans cette intensité, dans cette intense capacité d'identification au nourrisson, à partir de ces notions de holding notamment et de ending. Et la continuité d'être suppose l'installation de repères spatio-temporels. Et c'est à cet endroit-là, moi, que je situerai certaines difficultés cliniques. Et je vais juste vous présenter deux exemples de cliniques. Un premier exemple qui se situe plutôt du côté de l'enfant par rapport à l'agitation, hein, ce qu'on appelle maintenant les TDAH, hein, malheureusement, et la question du retrait social chez l'adolescent, hein. Alors, je vais juste rapidement un peu vous resituer un peu ce qu'il en est par rapport à l'agitation chez l'enfant. De quoi on parle à cet endroit-là? Ça va être vraiment des éléments qui sont proches de ce qu'on abordait au départ, d'éléments hyperkinétiques, comme je disais avant, des éléments d'agitation, des troubles du caractère, des troubles des conduites. C'est vraiment des formulations qui étaient utilisées en psychiatrie, dans la psychiatrie française. Et pour Gols, notamment, l'hyperactivité, selon lui, émerge dans un contexte culturel donné, hein. Enfin, la formulation, la nomination de cela comme hyperactivité, il la situe comme un choix de société, dans le sens où la question du trouble, la dimension du trouble et son utilisation dans certains discours normatifs ne sont pas sans effet sur le fonctionnement psychique et laisse de côté la dimension de souffrance psychique au profit du dépistage diagnostique. Il y a vraiment comment dire, un développement croissant de demandes diagnostiques de ce côté-là, depuis plusieurs années en milieu hospitalier ou ailleurs. Alors, je vous parle rapidement d'un cas très court, hein. C'est donc le cas de Rodrigue. C'est un jeune garçon que j'ai rencontré quand il avait 7 ans. Il avait une grande difficulté à gérer ses émotions, forte agitation. C'est quelqu'un qui a vécu des éléments traumatiques assez importants. Depuis ces 4 mois, il était accueilli dans une famille d'accueil, hein. Il y avait des éléments de maltraitance, de violence assez marqués. Et je le reçois en compagnie de sa famille d'accueil, hein. Cette famille d'accueil témoigne de ses grandes difficultés à gérer cet enfant. Cet enfant qui manifeste vraiment des conduites agressives très importantes, hein, pour son âge, hein, avec des importantes mises en danger, des accès de colère, des violences qui sont très fortes. Et du côté des apprentissages, même, il y a une certaine maladresse et une peine à s'inscrire dans la lecture. Et vraiment une difficulté à apaiser cette tension-là interne. Même au niveau de la propreté, il y a des éléments comme ça qui sont aussi en difficulté. Et cette dame qui accueille donc cet enfant dans sa famille depuis son plus jeune âge se sent mise en défaut, hein, par rapport à cet enfant-là. Et juste pour vous donner un exemple, c'est un enfant qui peut assez rapidement
quand il n'a pas l'intention de cette dame-là, arriver à mordre, à griffer l'autre jusqu'au sang pour que la discussion s'arrête. Les moments d'entretien ont été des moments assez insoutenables au début, en tout cas, notamment pour madame, parce que c'était un enfant qui avait des insultes, qui lançait des insultes, j'ai envie de dire, bah, lançait des coups, des jets d'objets, enfin vraiment des moments très destructeurs dans les entretiens. Et il en venait même à, quand on avait des temps d'échange avec cette dame-là, à, comment on peut dire, c'était un enfant qui était assez petit, mais il avait la capacité de mettre sa main et son bras dans la bouche de cette dame-là. Hein. Ouais, c'était vraiment quelque chose d'assez intrusif, mais à un point on peut difficilement repérer. Et même dans le contact qu'il avait avec moi, c'était vraiment un envahissement de mon espace, même une recherche d'intimité, mais forcée. Hein. Vraiment, c'était une... Kristeva parle de cannibalisme mélancolique, hein, dans certains cas où il y a une expression oralisée de la relation, des modes d'entrée en relation. Et je trouve qu'il y avait vraiment ce rapport-là. Pour éviter de se casser la figure complètement, il y avait cette nécessité de bouffer l'autre, quoi, pratiquement. Hein. Et c'est vraiment à cet endroit-là que ça se situait pour lui. Alors, donc, par rapport à ces éléments-là, j'ai pu progressivement proposer différents temps à cet enfant, hein, des temps vraiment où il y avait des scènes comme ça, presque de bagarre, hein, qui étaient pas mimées. Hein. Et progressivement, on a réussi, d'abord avec le corps, tout simplement, hein, des mises en scène presque théâtrales, on a réussi à mimer progressivement quelque chose de l'agressivité, de la violence qu'il pouvait décharger sur l'autre. Et il a réussi à contenir quelque chose de cette agressivité-là au fil des séances. Mais on va dire que la relation qu'il avait tissée avec cette personne-là avait tellement potentialisé cette dimension d'explosion qu'il a été nécessaire, à un moment donné, de travailler aussi cette dimension de séparation avec cette personne-là. Voilà, c'était juste une vignette par rapport à ce garçon-là. Alors, au niveau de ces éléments que je propose habituellement, c'est vraiment des temps séquencés. Hein. Je propose souvent des temps quand il n'y a vraiment pas de... Vous voyez, souvent quand il y a des enfants, on propose des symptômes, nous propose des symptômes plus psychanalytiques, hein, des phobies, des choses très constituées. On arrive assez rapidement à détricoter ce qui se joue pour l'enfant, parce qu'il y a vraiment un effort comme ça qui est déjà proposé par le psychisme. Là, dans ces moments où il y a une telle explosion de ces affects, je propose des temps vraiment très séquencés autour des temps avec le parent, des temps avec l'enfant, et des temps avec le parent et l'enfant. Et c'est ce séquençage-là, progressivement, qui permet à un moment donné d'assurer une certaine continuité et d'assurer une certaine contenance dans les entretiens. C'est vraiment cette nécessité qui me semblait nécessaire par rapport à ça. Alors, par rapport aussi à cette part du jeu, hein, il y a vraiment dans ces situations-là cette dimension du jeu qui est une nécessité tant psychique pour le thérapeute que pour l'enfant, hein, et aussi donner du jeu, hein, donner de l'espace, hein, c'est-à-dire euh, mettre de l'écart avec ce qui peut se passer avec le quotidien de ces enfants-là. Hein. Et justement, il y a comment dire, quand je disais avant par rapport à cette distinction entre la théorisation freudienne et winnicottienne, qu'il y avait vraiment cet effort de Winnicott de situer la constitution psychique à partir de l'environnement, l'un des exemples cliniques, hein, même de thérapique, c'est la question du Spiegel. Hein. Moi, j'utilise le Spiegel depuis des années. C'est vraiment un outil très important. Enfin, c'est vraiment un support, c'est du gribouillage. Hein. Je ne sais pas si vous voyez comment ça se passe. Moi, je le nomme essentiellement le dessin à deux, hein, avec les enfants. Et c'est vraiment pas de proposer un dessin, un objet, un personnage. C'est vraiment laisser glisser le tracé sur la feuille et progressivement un échange avec le thérapeute de ces différentes traces qui, à un moment donné, permettent de donner un sens potentiel à ce qui a été dessiné ensemble. Et c'est vraiment une création qui se fait à deux. Hein et pas simplement quelque chose qui est initié comme si il fallait que l'enfant dessine. Et je pense que c'est vraiment un support important qui peut se déplier, pas seulement par le tracé graphique, mais aussi par le geste théâtral, ou bien plutôt le jeu de rôle, j'ai envie de dire même. Hein.
Moi, j'utilise beaucoup le jeu de rôle dans le cadre de ces enfants-là. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de focaliser quelque chose de l'attention de l'enfant sur autre chose que sur la décharge continuelle. Alors, juste pour faire un petit écart par rapport à ce que j'ai dit, euh, dans ces éléments cliniques, il y a vraiment cette idée que il faut pouvoir mettre en place quelque chose de différentes temporalités, un effort comme ça de, comme je disais avant, de séquençage des séances, mais aussi quelque chose qui puisse apporter une certaine sécurité à chaque interlocuteur, pardon. Je vais juste revenir par rapport à la question clinique encore, et après je vais sortir de ça. Autre élément clinique qui vont me permettre de vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à cette question de l'effondrement et ce rapport au temps. C'est une autre vignette clinique beaucoup plus courte, hein, c'est le cas de Ludovic. Hein, Ludovic ou, attendez, je vois... Ouais, je vais peut-être vous parler plutôt de Justin. Voilà. Hein. Justin, c'est un jeune garçon que j'ai rencontré quand il avait 13 14 ans, hein, qui a eu de grosses difficultés scolaires, qui a été à un moment donné assez déscolarisé. C'est quelqu'un qui se présente, voilà, un garçon qui est assez timide au départ, assez tranquille. Il s'est présenté déjà depuis le plus jeune âge comme un enfant assez chétif, assez fragile, une difficulté à se mouvoir avec son corps. Et c'est aussi un enfant, Justin, je l'appelais comme ça, justement, parce que c'est un enfant qui est arrivé très tardivement dans le couple parental. Et ça a été un peu l'enfant de la dernière chance, hein, comme on même le disait. Il a tissé une relation très, très, très privilégiée avec son père, qui est une figure paternelle très massive, hein, ancien militaire. Voilà, il y a vraiment ce rapport très fort qui peut être à la fois très affectif, hein, aussi, hein, mais teinté d'une relation ambivalente assez étrange, hein, parce que c'est aussi un monsieur qui s'est beaucoup occupé de lui dans tous les sens du terme. Hein. Il s'est occupé de lui parce qu'il lui a apporté l'essentiel de ce dont il avait besoin, et aussi il lui a apporté, comment dire, des valeurs de virilité assez étranges, hein, aussi. Hein. On va dire que Justin a subi des conduites, des rituels presque de virilité où il se devait d'être dégradé par son père dans certaines attitudes. Je vous donnerai des exemples si vous voulez par la suite, dans des attitudes de soumission assez inquiétantes, tant dans la posture que dans le regard. Hein. Et progressivement, cette question de la virilité, elle s'est cristallisée à l'adolescence. Parce que je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit. Ce Justin avait aussi un syndrome de Klinefelter. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un syndrome qui touche au niveau du développement des hormones mâles, des hormones masculines, et qui nécessite un traitement hormonal pour faciliter le développement de la puberté. Et dans ce cadre-là, il a eu une exacerbation de la question de la virilité. Il a eu une nécessité, il y avait une nécessité pour lui d'avoir un goût pour la lutte, le combat, la stratégie militaire, vraiment la question de la performance physique, alors que physiquement, il n'en était pas capable. Hein. Il avait vraiment un décalage par rapport à ça. Hein. Et il y a eu des éléments par rapport à la question scolaire qui l'ont complètement dévalorisé. Et dans ce moment de dévalorisation, outre des crises d'angoisse assez massives, il s'est complètement retiré de la vie sociale, hein, et s'est réfugié dans un monde un peu presque dystopique, on pourrait dire, avec une curiosité assez étrange autour du Troisième Reich, la question des stratégies militaires à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez, il pratiquait l'airsoft, c'est une sorte de paintball amélioré avec des jeux de rôle. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut être assez ludique aussi, mais là, dans ce cadre-là, il était un, un SS, hein, dans ces modulations-là. Hein. Et aussi, ces valeurs d'ordre et de discipline qui étaient véhiculées étaient assez marquées. Et l'enjeu, ça a été pour lui de sortir un peu de ce côté figé, hein, parce que ce sont des jeunes gens, dans le cadre de ces retraits sociaux, qui se mettent dans un état comment dire, de profond éloignement avec l'autre, tout simplement. Hein. Plus de contacts sociaux. La question de la chambre prend une valeur de forteresse, presque. Hein. Ce sont des thématiques qui sont beaucoup travaillées depuis quelques années autour
autour du terme de l'ikikomori, hein, c'est un terme qui est très utilisé ces derniers temps, c'est-à-dire ce phénomène japonais au départ, qui a vu d'abord des jeunes adultes, puis des adolescents se retrouver à se réfugier chez eux, seuls, enfin avec leur famille en général, mais complètement isolés de tout contact social, hein. Et justement, il y avait cette- ce refus d'entrer dans la relation, hein. Et je trouve que par rapport à ce qu'on peut repérer dans ce que je disais au départ autour de cette question de l'effondrement, cet effondrement pour lui, elle était quelque chose qui devait être traité comme ça, hein. J'ai envie de dire que il était dans ces moments aux portes de ces agonies primitives, hein, je pense vraiment, que ce soit ce jeune garçon que j'ai évoqué au départ ou bien cet adolescent, hein, ce sont des tentatives comme ça de lutter contre cet effondrement-là, hein. Et j'aurais trois pistes de réflexion par rapport à ça, hein. Après, je vais m'arrêter peut-être bientôt. Euh, il y a la question de la constitution de l'identité, hein, on va dire à partir de cette question de l'image du corps, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir différents éléments qui vont... il y a un peu comment dire, quelque chose qui se rapproche un peu du faux self et aussi de quelque chose qui se situe pas du côté de l'unicité de l'identité, mais du multiple, hein. Il y a une nécessité d'associer différentes identités, différentes images qui permettent de constituer une forme d'intégrité identitaire, hein, et qui est un peu un, un contre-pied un peu de ce qu'on propose habituellement de l'identité unifiée, hein. Et l'autre élément, c'est la question du rapport au temps, hein. Le rapport au temps, ce sont des enfants enfin, le jeune garçon, et c'était vraiment cette nécessité pour lui enfin, comment dire, un peu comme s'il y avait un temps qui ne pouvait pas se scander, pas de scansion, pas de scansion possible. Et cette nécessité-là a été formulée, hein, à un moment donné dans les entretiens. Mais au départ, il est venu dans cette idée qu'il n'y avait pas de possibilité de scander, hein, pas de possibilité d'avoir de temps d'arrêt. Alors que l'autre jeune homme, qui était plutôt du côté de ce genre de reclus de Hikikomori, avait vraiment un rapport au temps qui était presque une difficulté que le temps reparte, hein. C'était un temps d'arrêt, c'était l'arrêt du temps, un temps figé qui, comme un peu ce que propose Maldinet, notamment dans le cadre de mélancolie. Et je pense qu'il y a une forme mélancolique potentiellement dans certains retraits sociaux autour de l'idée qu'il y aurait euh, je crois que Maldinet associe souvent cette question de la crise avec la temporalité, hein, notamment dans la question mélancolique. Et il y a vraiment cette dimension de stase mélancolique, où le sujet se trouve pris vraiment dans ce temps d'arrêt, ce temps figé. Et cette nécessité, alors, est pour le thérapeute, hein, de proposer des espaces qui permettent de remettre en mouvement la question de la temporalité avec la question du rythme, la question aussi de pouvoir remobiliser quelque chose du temps qui passe, hein. Alors même que c'est, pour certains, l'angoisse même, la question du temps qui passe, hein. Parce que ce sont souvent des jeunes gens qui ont un rapport à l'avenir, un rapport à ce qui va se passer après, qui est profondément douloureux, hein. Tout ça pour dire aussi que cette question de la temporalité pose différentes questions au niveau temps identitaire et au niveau du rapport au temps. Je m'explique. Par rapport à la question de l'identité, il va y avoir des phénomènes de clivage, comme on dit, hein. Clivage, on peut l'entendre du côté de Melanie Klein, mais c'est pas à ce niveau-là que je l'entends. Ça peut être au niveau de la division du sujet, comme l'a vanté Lacan à son époque, c'est-à-dire que tout sujet qui parle est forcément déjà divisé entre signifié et signifiant. Et là, je parle d'autre chose, c'est vraiment cette dimension de pouvoir presque avoir un mouvement presque dissociatif, même si c'est peut-être un peu gros comme terme là, cette nécessité d'apporter des petits bouts de moi, hein, des petits bouts de soi, hein. C'est-à-dire, comme je disais avant, au niveau de l'identité, ça va pas être quelque chose d'une unification, mais de construire une forme d'intégrité de différents éléments qui sont pas forcément articulés entre eux au départ, hein. Et ça va être vraiment par petits jets comme ça, quelque chose qui va progressivement donner un sens à ces jeunes-là par rapport à leur identité. Alors, peut y avoir ça peut être des identifications tout à fait étranges, hein. Mais je me rappelle de ces adolescents, donc,
C'était à l'époque où il y avait une grande tendance des fictions autour des zombies, hein. C'était vraiment la modalité très, très marquée, hein. On a eu les vampires, on a eu plein de choses comme ça. Les métamorphes comme ça sont très friands, sont très répandus chez les adolescents. Et même, ça parle aussi de cette dimension du pubertaire, hein. Et par rapport à cette question du zombie, notamment, il y avait vraiment cette, ce rapport à la fois inquiétant, hein, et si les zombies arrivaient, mais c'était surtout, et s'ils en devenaient un? Et si je devenais aussi un zombie, hein, dans cette dimension-là? Et souvent, dans ces figures de zombies, notamment dans les fictions, il y a souvent ça. Il y a la part du zombie et la part du survivant, hein. Celui qui survit aux zombies, hein. Et c'était toujours ces mouvements un peu de balance entre les deux, hein, chez ces adolescents-là, surtout chez Justin notamment. Et par rapport à cette dimension de temporalité, il y a un élément moi, m'a toujours intéressé, c'est notamment ce que Green avait mis en avant, hein, il appelle ça la non-contemporanéité de l'expérience et de la signification. Alors, ça date de textes qui sont un peu anciens maintenant, je vous donnerai les références après, c'est Le temps éclaté notamment, ou La diachronie en psychanalyse. Ce sont des textes qui sont assez importants pour Green, et qui l'a permis d'articuler notamment son rapport aux théories lacaniennes, aux théories winnicottiennes et freudiennes, où il signifie justement le moment où ça se passe n'est pas le moment où ça se signifie, hein. Ou également, il peut dire le moment où ça se signifie ne s'appréhende pas comme un moment actuel, mais comme une rétrospection à travers l'identité et la différence. Et je pense qu'il y a vraiment cette, ce travail-là qui est proposé, qui est nécessaire dans le cadre de thérapie déjà d'enfants, où la question de l'après-coup est quand même mise en difficulté. Et chez l'adolescent, c'est quelque chose qui est encore en construction, justement. Et l'enjeu, ça va être vraiment de pouvoir remettre en mouvement ces différentes dimensions pour éviter un peu ce qu'appelait Maldiné et aussi Arène par la suite, cette question de la glaciation dans la temporalité, hein. Et ça va vraiment être cette dimension. Il appelle ça comme ça aussi du côté de Maldiné. Attendez, je reprends juste le terme. Si je reprends un peu cette question du temps gelé, notamment chez les adolescents, il dit que, enfin, je propose cette idée que ce temps gelé trouve des échos dans ce que développe Maldiné avec la stase mélancolique qui semble déconstruire la chronogénèse, c'est-à-dire la genèse de la subjective de la temporalité. Le sujet se trouve incapable de créer du nouveau, de survivre à la crise de l'événement. Nous rejoignons alors Arène, qui insiste sur l'idée que le modèle de la mélancolie donne ainsi à penser la crise contemporaine de la temporalité. Notre culture est en difficulté pour porter le temps dans le mouvement de l'existence et des événements de la vie. La perte de l'homogénéité de la contenance culturelle commune entraîne une surchauffe du travail de chronogénèse que chacun compose face à l'histoire, quand le tissu commun de sens ne contient plus l'élaboration de la chronogénèse individuelle, l'événement devient trauma. Les seuils de la vie sont corrélés à des étapes de maturation et de séparation, adolescence, entrée dans l'âge adulte, accident de la vie dans l'âge adulte, retraite, vieillissement, tous ces éléments-là. Il s'agit à chaque fois de réinventer une manière de vivre le temps. Et je précise, moi, quand la chronogénèse est mise en difficulté, le sujet vient à se situer dans un espace où se juxtaposent des instants désarticulés. Cela s'exprime sous la forme de stase dans la temporalité, s'inscrivant dans une logique de glaciation. Et ici, la psychothérapie joue un rôle de métronome en permettant de redonner un rythme, un mouvement à leur existence. En séance, il témoigne alors à de nombreuses reprises de cette impossibilité à articuler une pensée, cette possibilité d'une activité de pensée chère à Olagnier, hein. Et justement, Oulanier évoquait, et après je vais m'arrêter, cette question du droit à garder des pensées secrètes. Et elle dit, le droit à garder des pensées secrètes doit être une conquête du jeu, le résultat d'une victoire remportée dans une lutte qui oppose au désir d'autonomie de l'enfant l'inévitable contradiction du désir maternel à son égard. Contradiction qui lui fait tour à tour favoriser l'éloignement, l'indépendance que demande l'enfant et tente d'en retarder le moment. Et justement, ce droit au secret est mis à l'épreuve dans le cas d'adolescents reclus qui se retrouvent à rester dans le giron maternel sans perspective d'avenir, comme s'ils n'avaient le désir d'avoir un intime où les secrets ne peuvent reprendre place. L'enjeu est de faire retrouver le chemin d'une narration possible, d'un récit s'inscrivant dans un espace-temps structurant pour ces adolescents en panne de narration, en aménageant un dispositif permettant cette possibilité du secret. Voilà. Euh, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas pu parler du fantôme, je suis désolé, de la crypte, hein, ce sont les autres éléments qu'on pourra reprendre par la suite. Merci.
Bon, ben, merci beaucoup, Stéphane. Donc, on peut discuter, bon, disons une vingtaine de minutes ou un peu plus, hein, selon les questions, quoi. Non, effectivement, en t'écoutant, je me disais, bon, alors, il va y venir à sa crypte, là. Bon, ok, on peut pas tout dire, hein, bien sûr, dans cet exposé. Non, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, personnellement, hein. J'ai beaucoup de questions concrètes, techniques à te poser. D'abord, au niveau des noms, là, tu as évoqué Goltz, Arène. Ogden, alors au moins Ogden, tu pourrais, bah, envoie-nous un message par chat là pour donner les références, que ça a l'air extrêmement intéressant. On dirait une relecture de Winnicott, et si on dégageait à chaque fois les implications cliniques de ce que Winnicott appelle l'agonie primitive. C'est bien ça? Attends, je t'entends plus. Ah, oui, on t'entend plus. J'avais enlevé le son, c'est pour ça. D'accord. Alors tu peux me Voilà, donner alors je dis, oui, je vous donne la référence par, ouais, D'accord. je le trouve. Hum, Ouais, ça marche pas pour l'instant, je le ferai on la après. voit pas. Je vous transmettrai après, sinon. C'est Thomas H. Ogden, il s'appelle, ce monsieur. Avec un. D'accord, oui. Ogden, Ogden. Ouais, je vous le mets, ouais. D'accord. Euh, Ça vient pas. Bon, mais écoute, tant pis. Mm, Ah si, voilà, ouais, d'accord. Si, ça y est. ouais. C'est D'accord. Thomas H. Ogden. Il a écrit plusieurs articles, notamment qui se retrouvent sur Kern. Et vraiment, il apporte quelque chose un peu de nouveau par rapport à cette question des agonies primitives, justement. On retrouve Je vous donnerai le titre. Sur Cairn, c'est Oui, ça? oui, c'est D'accord. ça, ouais. Je vous donnerai la Ok, très référence bien. du texte qui est très Non, mais intéressant, mais très ça peut. dense. D'accord. Il s'appelle La crainte de l'effondrement et la vie du non-vécu, justement, c'est ça, Et ouais. la vie du non-vécu. La vie non vécue. Ah oui, Voilà. Ouais. d'accord, merci beaucoup. Et la vie non vécue. Oui, oui. Et Bon, oui. juste pour préciser les références aussi, je me suis appuyé sur deux articles que j'avais déjà écrits, moi, dont l'un qui s'appelle L'enfant maléfique, qui était dans un ouvrage collectif qui s'appelle L'enfant non conforme, et l'autre, c'est un texte que j'avais publié dans la revue Topic, Hum, qui était, que j'avais appelé L'actualité de la figure du zombie, hein, qui se retrouve aussi hum, sur Kern, justement. hum. Donc, à chaque fois, et bon, il y a un trouble de la limite en quelque sorte, parce que le zombie ou le fantôme, hein, c'est le ni vivant ni mort, ou à la fois vivant et Ouais. mort, quoi. C'est le trouble, la démarcation fondamentale entre le vivant et le mort, quoi, qui est en jeu. Et puis, bon, euh, les autres éléments cliniques très riches, hein, que tu as essayé de dégager, ça va effectivement dans ce sens-là aussi. Moi, j'ai relu un petit peu Maldinet là, avant ce séminaire. Alors j'étais vraiment très très frappé. Bon, Penser l'homme et sa folie, c'est comme un très grand livre. Alors j'étais très frappé par... Bon, il parle assez peu au fond d'agonie primitive. Il en parle Non. brièvement tout à la fin. Et visiblement, c'est pas trop son truc. Il dit même des choses un peu bizarre. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez lui, bon, tu as parlé de la crise du temps. Enfin, il essaie toujours de nouer une certaine crise de la temporalité et une crise de la spatialité, enfin, de l'habitation de l'espace, et donc aussi l'image du corps. Bon. Et ça, je me suis dit, OK, il y a des choses qu'on pourrait articuler, peut-être, hein, j'ai pas du tout pensé à Abraham et Torok, hein, j'ai vu que tu voulais en parler, mais il y a des aspects qui m'ont fait penser à ce qu'on avait travaillé l'an dernier à partir de Anzieux. Même si Anzieux, bon, est
Maldiné se citent jamais l'un l'autre, me semble-t-il, en tout cas. Enfin, cette idée que bon, l'image du corps se construit à travers certaines expériences complexes de contact, hein, qui mettent en jeu un intouchable et qui permettent de déployer une surface d'enveloppement. Hein, je trouve le terme chez Maldiné, ça m'a un peu surpris. Une surface d'enveloppement face à un objet primordial qui est de type concave ou convexe. C'est peut-être le sein, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses, quoi. Tout ce qui est d'ordre de la saillance ou du trou. Bon. Mhm. Et alors, lorsque ça marche, lorsque ça arrive à se constituer, ça produit, dit-il, des frontières mobiles, des frontières ouvertes. Alors ça m'intéresse tout particulièrement, hein. Comme certains savent peut-être, hein, j'ai essayé de travailler avec Anzieux pour essayer de penser la frontière de la nation, et les obsessions xénophobes sur les frontières passoires, l'invasion, etc. Et Anzieux est très intéressant pour penser ça. Puis je me suis dit, bon, en lisant Maldiné, je me dis, OK, il aborde ça d'un autre point de vue. Pour lui, c'est pas tellement l'intrusion de mauvais objets extérieurs, dans une perspective un petit peu kleinienne, qu'on trouve aussi chez Anzieux, hein, qui obligerait de transformer la frontière ouverte, la frontière comme interface comme lieu d'échange en une sorte de carapace fermée, autistique, une frontière unilatérale, dit bizarrement mal dînée, mais je trouve que ça veut dire ça, un corps qui se carapace, qui se referme. Bon, avec un Bruno Retailleau au ministère intérieur, on voit très bien ce que ça peut donner sur le plan politique. Bon, ou avec Mélanie, qui vient d'ouvrir le premier centre de rétention en Albanie. Bon, passons. Enfin, je j'évoquerai même pas les élections américaines. Et la catastrophe qui arrive. Mais bon, enfin, voilà, donc Silencieux, me semble-t-il, c'est une sorte de réaction, de mécanisme de défense face à l'intrusion de mauvais objets extérieurs. Alors, chez Maldiné, j'étais un peu surpris de voir que c'était pas comme ça qu'il voyait les choses. Pour lui, cette délimitation, cette rigidité de la frontière, hein, cette rigidification, bah, c'était une sorte de mécanisme de défense face à quelque chose qui ressemble à un effondrement général des repères. Et une délimitation. Il en parle, il forge un terme allemand, il parle de Entschrankung, de Entschranken, donc de délimitation. Donc une perte de la limite qui produit une sorte d'espace illimité, d'un espace sans borne, sans mesure, sans repère. Et c'est pour se défendre contre ça, le sujet est obligé de s'inventer des limites extrêmement rigides, extrêmement bétonnées, extrêmement blindées. Donc c'est autre chose, c'est autre chose. Alors il me semble, c'est très dur d'interpréter à vif à partir d'un matériau clinique riche et différencié comme celui que tu as avancé, mais ce que tu mets en avant, est-ce que ça va je ne sais pas très bien lequel des deux, dans laquelle des deux directions ça va. Par exemple, bon, Justin, l'affirmation virile, le fantasme militaire, le Troisième Reich à l'horizon. Donc, ça doit plaire à Stéphane Christensen, bon, enfin, à tous les Deleuziens, quoi, ou Deleuzo-Guattariens. Là, l'inconscient est directement branché sur le social historique. Encore une fois, quoi, de manière très forte. Bon. Ça va dans quel sens là? On pourrait croire que c'est une volonté de résister à l'intrusion d'éléments parasites, mais c'est pas tellement ça. Tel que tu le décris, c'est pas ça. Ça renvoie plutôt à une sorte de résistance désespérée face à ce que tu appelles la stase mélancolique, un effondrement du temps et des limites de l'espace qui conduit le sujet à se retracter dans sa chambre, à essayer de recomposer donc la frontière rigide d'une chambre close. Là, on retrouve les ikimori japonais. Pas tellement parce qu'il est envahi par des méchants extérieurs, à moins que les zombies soient précisément cela. Je ne sais pas. C'est lui qui avait peur des zombies. Ouais, c'est ça. Bon, C'est pas tant qu'il avait peur, c'est qu'il avait construit une fiction où si le monde était dystopique, ouais, après la fin, il y aurait d'accord. cette Ah dimension oui, de survie, d'accord. quoi, nécessaire. Il fallait se préparer. Il fallait s'y préparer. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas Voilà. une lutte, c'est pas comme dans certains jeux vidéo. J'ai vu ça chez mes fils pendant assez longtemps, où il y a des zombies, souvent d'ailleurs déguisés en nazis, qui viennent en faisant gars avec des crocs de vampires, et il faut les dézinguer, etc. C'est pas la dimension intrusive du mauvais objet. C'est plutôt quelque chose d'autre que j'ai du mal à C'est voir. plutôt, Enfin, c'est plutôt une. Cette figure-là, ça lui permet d'être le fort, le surhomme, le fort. ah oui, Hein, d'accord. c'est cette condition pour pas en devenir un, c'est C'est ça. d'être surhomme, D'accord. Ne d'être, pas devenir d'être, zombie. voilà, pour ne pas devenir un zombie, il faudrait être dur, quoi.
Tu parlais de Ouais, carapace avant. Il y a vraiment cette idée comme ouais, ça d'avoir une dureté du contact avec l'autre pour enfin ouais. avoir une certaine intégrité. Alors que Ok, la je vois, dureté je est comprends, plutôt du côté je du père, comprends. hein, en général. Alors, à mon avis, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le zombie comme ni vivant ni mort, comme à la fois vivant et Mhm, mort. Et là, on retrouverait sans difficulté le fantôme, le spectre qui habite la mhm, crypte, etc., quoi. mhm, C'est donc tout faire pour ne pas devenir un fantôme, donc pour échapper à cette espèce de mélange entre la vie et la mort, de confusion, panique entre la vie et mhm. la mort. C'est un peu ça, peut-être, hein, Oui, c'est tel que ça. tu le Après, décris. par rapport à la crypte, moi, je voulais davantage Ouais. le marquer du côté de la question traumatique et ce qu'on appelle les dissociations traumatiques. C'était plutôt de ce côté-là que j'aurais voulu Mais aborder la comment? question-là. C'est-à-dire, pour faire court, hein, voilà, c'est-à-dire que du côté de la crypte, comme il y a cette idée qu'il y aurait des secrets Hum, qui n'ont pas été divulgués, que ce soit hum, à travers les générations ou hum, en traversant les générations. On parle d'intergénérationnel ou de hum, transgénérationnel. Et l'enjeu, ça peut être pour certains jeunes de... Je parlais avant de multiples, justement. Il peut y avoir des éléments dissociatifs au sens presque hallucinatoire, hein, hum, même pas presque, au sens hallucinatoire, avec un développement de moments de dépersonnalisation dans le contact hum, même du lieu familier, du lieu familial, où le lieu familial devient source de dissociation dans certains cas. Hein, hum, et c'est vraiment dans cette modalité-là que j'avais voulu parler de cette question du fantôme, mais plutôt du côté de comment quelque hum, chose peut être encrypté et peut hum, provoquer hum. des phénomènes de dissociation. Voilà, c'était plutôt... Mais dissociation traumatique, hein, pas psychotique, justement. D'accord, ok. Voilà, c'était comme ça, mais Ouais. le temps m'a manqué. Non, non, je vois en fait, hein. Et la crypte, c'est intéressant parce que la crypte, c'est l'enclave. Enfin, tel que, si je me souviens bien, tel qu'Abraham Torok essaie de le penser, c'est vraiment l'enclave secrète au sein du moi, Mhm, hein, lié à un secret transmis inconsciemment d'une génération à l'autre et jamais divulgué, mais toujours présent sous la forme d'un. Ça peut être un enfant mort, ça peut être les victimes d'un génocide. Les génocides, ça crée beaucoup de fantômes. Les génocides et les massacres de masse, comme on en voit pas mal actuellement, ça crée des fantômes, quoi. Ça, c'est une production rapide de mhm, fantômes. Là, je travaille actuellement avec des. Bon, je fais des cours à distance parce qu'on ne veut pas y aller, avec des étudiants de Haïti. Et je leur ai parlé bon, de choses comme ça. Enfin, et puis ils m'ont dit, ah, mais les zombies, mais non, ça existe, c'est tout à fait réel. C'est des mafias qui s'emparent de quelqu'un, enfin d'un homme, et qui, à travers des processus rituels très complexes, il y a des processus de zombification qui visent en fait à lui mhm, faire croire qu'il est mort. On l'enterre, il y a toute une série de rites. Puis après, on le déterre et on lui dit, bon, tu étais mort, on t'a ressuscité, mais maintenant t'es un zombie, tu peux nous servir. Et donc, il travaille comme esclave au service des sorciers qui l'ont envoûté hein, pour aller vite. Et là, ces Haïtiens me disaient, c'est très embêtant parce qu'il y a beaucoup de jeunes travailleurs énergiques, etc., qui font défaut pour l'économie, dans les campagnes, etc., parce qu'ils ont été zombifiés. Bon, c'est une petite anecdote comme ça, mais donc c'est bon. Mais tu es d'accord pour dire que la panique, l'angoisse du zombie chez Justin, c'est l'angoisse du ni vivant ni mort, donc du spectre en fait, du spectral. Et pour ça, il doit se durcir, c'est-à-dire s'affirmer comme vivant, comme absolument vivant. oui, C'est un c'est peu presque une ça. contre-identification. Ouais, il y a Ouais, cette crainte d'en devenir un, vraiment, ouais, de c'est ça. basculer là-dedans, du fait de, de ce côté statique dans lequel il se trouve. Hein. Il y a une forme d'apathie De ce assez. côté, Il est très statique, il est statique, ouais, dans une c'est modalité ça. apathique. Hein. Ok, je comprends. Il était vraiment dans quelque chose de très inquiétant par moment, Ah hein, oui, d'accord, ok, je vois. avec des modalités Mais proches de décompensation psychotique, hein, C'est justement. l'apathie comme devenir zombie, Oui, c'est ça, ouais. hein, Et comme il y risque. avait cette Mais dimension-là. Oui. Stéphane, tu penses pas qu'il y a un peu ce côté, vraiment, moi je le vois dans les très gros mélancoliques. Et en ce moment, je supervise quelqu'un qui travaille dans une équipe mobile pour les sans-abri. Hmm, Ce côté de déchétisation du corps chez le hmm, mélancolique. Oui. Euh, alors, je pense à un de mes patients qui est obsédé par le fait de pouvoir se retrouver sans maison et d'être à la rue. Et en même ouais. temps, je vois une sorte de, comment dire, chez lui, il y a une identification directe. Il voit un sans-abri dans la rue et il y a Hmm, il n'arrive pas à mettre de distance entre soi-même et la possibilité d'être là comme cette hmm. personne. Euh,
Et je me demande donc si cette crainte de devenir un zombie n'a pas à faire avec ce Mm. mouvement-là chez le mélancolique. Et ce que je trouve intéressant dans le cas là dont tu parles, c'est que son corps, c'est un corps qui a une maturation complexe ou qui ne se fait pas de Mhm. manière spontanée pour une question hormonale. Alors, je connais pas du tout ce syndrome, mais comment tu penses que ça se relie la question de l'effondrement dans ce cas-là où le corps fait défaut euh, biologiquement, disons, ne suit pas le Mm. développement psychique ou je ne sais pas, alors je connais pas du tout le syndrome, hein, mais est-ce que Mhm. je suis très intéressée à cet élément-là. Euh, et comment aussi, je trouve qu'il y a une sorte, tu vois, quand le corps fait défaut, Mm. alors il se Mm. renferme chez lui, mais en même temps, il va chercher sur une idéologie qui a quand même à faire énormément avec le corps du Troisième Reich et ce corps étatique, Mm. puissant, etc. Je me demandais si, bon, s'il y a un lien là-dedans, qu'est-ce que tu en penses Mhm. de ça? Hmm. Par rapport à Justin, en tout cas, c'est vraiment une forme de contre-investissement presque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce corps qui défaille, hein. Il y a vraiment cette nécessité pour lui d'avoir des traitements hormonaux, parce Mm. que Mm. c'est un petit garçon chétif, hein. Voilà, il se présente comme ça, physiquement, Mm. et toujours très malade, très en difficulté, des maux de ventre. Enfin, vraiment, il fait enfant malade, quoi, vraiment, hein. Il a l'air malade, vraiment. Il se présente comme ça, mais son discours, ses aspirations sont du côté de cette virilité dure, c'est Mm. ce rapport à l'autre qui est forcément un rapport de domination, alors que lui-même est soumis à cette forme de domination à la maison. C'est-à-dire Mm. que il y a ce père peut avoir une très grande tendresse envers son fils et en même temps, comme je disais avant, des rituels d'humiliation, hein. C'est-à-dire nécessité comme ça de le réprimander, de, le, de refuser qu'il le regarde, d'avoir une attitude comme ça de domination sur son fils, vraiment, hein. C'est vraiment cette dimension-là. Et par rapport à ce que tu disais autour de la Mm. déchétisation, il y a vraiment, comment dire, c'est quelque chose je pense qu'il le repère dans la relation qu'il a avec son père, parce que je pense qu'il a profondément déçu son père, je crois. Hein, c'est une grande déception d'avoir un fils comme ça. Mm. Et, 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 et je pense qu'il l'a entendu. Ouais. Je pense qu'il a entendu. Et outre le fait qu'ils se sentent comme une merde, concrètement, il y a vraiment Mm. cette dimension, est-ce qu'ils vont pas me jeter vraiment, hein? Mm. Est-ce qu'il y aura pas cette dimension-là? Et la nécessité là, et c'est de se cramponner, c'est vrai, presque une attitude de cramponnement au sens d'Imre Mm. Hermann, hein, Mm. où là, pour le coup, il se cramponne à sa chambre, il se cramponne à son bureau, Mm. à son lit pour éviter ben, qu'on le laisse Mm. tomber, hein. Il y a vraiment ça. Et la figure du zombie, c'est un terme que j'ai utilisé pour d'autres cas aussi, hein. C'est issu d'un autre article aussi, d'un article que j'avais fait. Et c'était vraiment à une époque où, au niveau fictionnel, au niveau des fictions qui étaient proposées aux adolescents, les jeux vidéo, comme tu disais, Jacob, il y avait Mm. vraiment quelque chose qui était très orienté de ce côté-là, avec vraiment ce couple du survivant et du zombie, hein. Il y avait Mm. vraiment cette dimension-là qui était mise en avant. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a le temps pour encore une question là? Bah, on peut, je pense, oui. Ou est-ce que Karina va parler aussi un peu là maintenant tout à... Non, ou- non, mais attends, on a 2 heures, donc on a commencé il y a un peu, juste 1 heure, donc peut-être qu'on peut faire D'accord. Ouais, ouais, très bien. une dernière question pour Stéphane avant de Et, parler à Karina, non? euh, je me, je, c'était euh, un moment, tu as plusieurs fois fait le lien en disant que la constitution du sujet pour Winnicott est en quelque sorte en lien ou dépendante de l'environnement. Tu as dit quelque chose de cet ordre-là, contrairement à d'autres. Donc là, si je transpose cette idée, enfin si j'applique cette idée au cas clinique en question, l'environnement m'intéresserait de voir qu'est-ce qu'on doit entendre par environnement dans ce cas-là. Mm. Mhm. Bien sûr. Alors, je parlais de cette distinction entre Freud et Winnicott, justement.
Et C'est la ça, théorie c'est freudienne Freud, ouais. est essentiellement intrapsychique, on va dire, pour faire simple, alors que Winnicott a vraiment pensé cette forme, enfin, il ne le dit pas comme ça, mais d'intersubjectivité, on pourrait dire, Mm. ou avec le lien entre le sujet et ce qui l'entoure. Mm. L'environnement, c'est l'environnement à la fois, on va dire, l'environnement familial, mais aussi l'environnement presque non humain, on pourrait dire, hein, tous les Mm. objets qui sont autour de l'enfant, hein, au sens de Searle. Hein, moi, je l'entends Mm. comme ça, en tout cas, quand je parle d'environnement. Et Winnicott pense vraiment la constitution subjective de l'extérieur, à partir de cet étage-là. Hein, c'est comme ça que je distinguais. Et j'ai distingué comme ça aussi parce que je vous ai proposé des cas cliniques qui sont pas juste issus de, voilà, de premier type psychopatho, et puis Mm. voilà. C'est vraiment une articulation, enfin, les manifestations psychopatho, si on avait, c'était vraiment issu des éléments d'intoxication ou des éléments de faille dans l'environnement, hein. Que Mm. ce soit par rapport au jeune garçon dont j'ai parlé au départ, où il y avait vraiment cette dimension de ce refus de séparation, ce refus de permettre une intégrité tant pour l'enfant que pour la famille d'accueil, que ce soit du côté de Justin, où il y avait vraiment je pense que ce que je disais avant déjà par rapport au père, une très grande déception, vraiment un deuil impossible qui a été fait pour ce père-là qui ils ont eu son enfant et c'est leur enfant. Ce père-là était déjà à la retraite, hein. Vraiment, il y a eu un Mm. décalage dans le temps qui a été assez profond pour ce monsieur-là. Et cet enfant, il s'est avéré qu'il était pas fini, entre guillemets, hein. C'est-à-dire Mm. qu'il a un syndrome de Klinefelter, c'est-à-dire que les éléments hormonaux du côté masculin ne sont pas enclenchés à la puberté, hein. Il y a Mm. les marques masculines issues des hormones ne sont pas en place, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a Mm. pas la barbe, la pilosité, ces éléments-là n'arrivent pas naturellement. Il y a nécessité de mettre en place un Mm. traitement hormonal. Et ce garçon-là a bien saisi, à un moment donné, cette déception-là, c'est ce père-là. En plus, je vous dis ce qui a été déclencheur parce que je n'ai pas dit au départ, ce qui a été déclencheur, ça a été que donc il n'a pas eu il n'a pas eu son brevet, mais il aurait pu aller au lycée. Et les parents ont refusé qu'il aille au lycée. Ils l'ont maintenu au collège en signifiant, bah, maintenant tu fais ça et tu verras plus tard. Et le tu verras plus Mm. tard, ça a été le moment de rupture pour lui. Parce que même à ce moment-là, on ne lui a pas fait confiance, hein. Il y a eu cette fracture presque narcissique, là, pour le coup, hein, qui s'est mis en place. En plus de tout cet environnement qui était assez fragile Mm. déjà, hein. Je parle d'environnement dans ce sens-là, oui. Hein, c'est vraiment l'environnement familial et non humain, ouais, ouais. La question des objets, la question de tout ce qui constitue la maison aussi. Je voulais en parler aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui est plus, je pense, Mm. rattaché à la question du secret notamment et du fantôme, tout ce qui Mm. se joue autour de la maison et de ce que Alberto Egui a pu développer dans ce cadre-là. Mais voilà, on aura le temps peut-être une autre fois. Alberto qui? Alberto Eguier, Eiger. Hein, IGR, ok. c'est un psychanalyste qui a beaucoup travaillé déjà autour du couple, mais aussi Mm. autour de... Justement, c'était un des premiers qui a parlé du pervers narcissique et son complice. Hein, ça a été un de ses livres les plus connus au départ. Et Ouais. par la suite, il a essayé de constituer aussi une théorisation de ces éléments-là, hein, de la maison, de l'environnement familial, du généalogique, Mm. hein, Mm. en place. Voilà. Euh, Heidegger, quoi. Ouais, moi, je dis Heger à la française, mais c'est Alberto Heger, je crois que tu as raison. Ah oui, C'est un d'accord. Argentin au départ, Ok, hein. ok. C'est un Ok. Ouais. J'ai pas j'ai pas D'accord. l'accent, je suis désolé. Non, non, Eiger, mais ok. c'est pas... Heidegger, ça me fait penser c'est plus un Ouais. nom d'origine suisse, je pense. Ok. Ouais, Ouais. c'est Bon, Eigeguer. Ah, d'accord. j'ai eu Eiguer. Ouais, Heidegger, Heidegger. d'accord. Ok. Ouais. Bon, mais je sais pas, peut-être, bon, là, leur tourne. Bon, je pense qu'il faut peut-être passer à Mhm. Karina, parce qu'autrement, bon, on n'aura pas assez de temps pour discuter. Bah, bon, je te présente rapidement, Karina. Bon, tu es un pilier de notre association. Donc, en fait, tu t'écris comme psychanalyste en formation. Donc, et là, tu résides à Montevideo. Oui, c'est ça. Après avoir fait bon, un mémoire de master à Strasbourg, on s'est connus. Tu étais déjà intervenu au printemps dernier avec une assez remarquable lecture politique de Totem et Tabou en s'inspirant de Clastres. Je trouve que c'est une piste vraiment très très riche.
je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais on m'avait demandé de faire une conférence par Zoom avec des psychanalystes de Pékin, et j'avais proposé quelque chose qui est, on a pu en partie sur ton travail, donc une lecture politique de Totem et Tabou, centrée sur le thème du meurtre du père, c'est-à-dire du chef. Alors ils m'ont répondu par retour de mail, non. Non. Bon, retirer politique du titre. Je dis oui, mais au moins est-ce que je pourrais en parler un petit peu de classe et tout ça pendant la conférence? Et plutôt pas. Donc voilà, Freud est subversif, enfin Freud, Clastre, etc. C'est encore subversif dans quelques endroits, quoi. Là où il y a un père tout-puissant. Mais donc là, tu suis un petit peu ce fil ethnographique, mais dans une direction très différente, puisque tu as parlé de la question du rêve chez les Yanomami, qui sont, sauf erreur, un peuple premier d'Amazonie. Hein, c'est Oui, bien cela. Et donc, oui. bon, tu essaies de réfléchir un petit peu sur la, bon, dans l'optique de ce qui développe beaucoup aujourd'hui, hein, de l'anthropologie libertaire, les travaux de Viveros de Castro, de Descola et tant d'autres, sur ce qui, dans le monde des peuples premiers, dans l'ontologie des peuples premiers, peut déconstruire ou en tout cas mettre en crise notre propre ontologie de sujets occidentaux modernes. Et alors là, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce projet, c'est que ça tourne autour de la question du rêve, et notamment de rêve de chute du ciel sur la terre. C'est ça, donc d'un rêve d'effondrement au sens très très fort du terme. Il y a d'autres peuples premiers qui ont toute une cosmologie fondée sur le rêve. C'est bien sûr les aborigènes d'Australie. Là, le rêve est vraiment la source fondamentale de leur monde. Hein. Mais voilà, donc je t'écoute, enfin, on va tous t'écouter avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'avoue que je n'y connais absolument rien. Hein. Donc, j'ai vraiment hâte de t'entendre. Merci Jacob, merci à tous et à toutes d'être là. Je voudrais commencer par une citation de Kopenawa, mais je vais peut-être dire quelques mots sur qui était David Kopenawa, parce que pas tout le monde a entendu parler. Il était un chaman et un porte-parole des Yanomami. Il a travaillé pendant énormément d'années avec Bruce Albert, qui est un anthropologue, ethnologue français, qui s'est établi au Brésil pendant très longtemps et qui était interlocuteur de Kopenawa. Ils ont écrit ensemble le livre La chute du ciel et Paroles d'un chaman Yanomami. Moi, j'ai ici la version en portugais, mais elle a été publiée en français d'abord. Et puis, il a été traduit en portugais. Et bon, voilà, Kopenawa, il a fait un travail comme porte-parole des Yanomami un peu partout dans le monde. Il était à New York, en Europe, au Brésil, à Brasilia notamment, aux Nations Unies. Enfin, c'était un vrai travail politique, mais il était aussi un chaman très, très attaché encore à sa communauté. Bon, là, je commence. Alors, je commence par une citation de Kopenawa dans la chute du ciel. Les Blancs nous traitent d'ignorants seulement parce que nous sommes d'autres gens qu'eux. Mais leur pensée est courte et obscure. Elle ne parvient pas à s'étendre et à s'élever parce qu'ils veulent ignorer la mort. Ils sont en proie au vertige car ils ne cessent de dévorer la viande de leurs animaux domestiques qui sont des gendres de Hayakoari, l'être tapir qui rend autre. Ils boivent sans arrêt de la cachaça et de la bière qui chauffent et enfument leur poitrine. C'est pourquoi leurs paroles deviennent si mauvaises et enchevêtrées. Nous ne voulons plus les entendre. Pour nous, la politique, c'est autre chose. Ce sont les paroles de Mama et celles des chapirés qu'il nous a laissées. Ce sont les paroles que nous écoutons durant le temps du rêve et que nous préférons car ce sont vraiment les nôtres. Les Blancs, eux, ne rêvent pas aussi loin que nous. Ils dorment beaucoup, mais ne rêvent que d'eux-mêmes. Leurs pensées demeurent obstruées et ils sommeillent comme des tapirs ou des tortues. C'est pourquoi ils ne parviennent pas à comprendre nos paroles. Fin de citation. Ne rêver que de nous-mêmes, n'est-ce pas là réellement notre spécialité? Et la psychanalyse ou l'interprétation des rêves psychanalytiques n'est-elle pas un non-sens témoin de cet individualisme sans mesure? Freud, comme tant d'autres qui ont été absorbés par l'illusion du progrès de l'humanité, avait tort de penser que les peuples animistes, ces peuples qu'il appelait primitifs, étaient sujets d'une projection narcissique du moi sur le monde, leur prêtant alors un degré d'individualisme qui ne semble se trouver que chez nos propres sociétés.
Ce que les Yanomami peuvent nous apprendre, notamment à partir de leur activité onirique et la place qu'elle occupe dans cette société, c'est exactement cela, que les peuples de la forêt, bien avant que les Napépé, comme ils appellent les Blancs, arrivent, avaient déjà fondé une façon d'entrelacer l'individuel et le collectif à un tel point que cet entrelacement apparaît jusque dans les rêves, qui nous insistons à concevoir comme quelque chose de très intime. Kopenawa, tout au long de la chute du ciel, fait un appel, que les Blancs apprennent à rêver. Aujourd'hui, alors, je vais essayer de vous présenter quelques éléments de la société Yanomami, comment les Yanomami conçoivent le monde, comment est constituée la personne Yanomami. Je vais aussi dire quelques mots sur leur mythe, le chamanisme et surtout sur leur conception du rêve et ses particularités, son rôle dans la société et son rapport avec la politique et l'écologie. En préparant cet exposé, j'ai remarqué plusieurs fois que chez les Yanomami, écologie, théologie ou mythologie et politique sont indissociables. Et ces éléments sont en rapport étroit avec le rêve. Car pour eux, la politique, c'est autre chose. Dans un premier moment, j'aimerais dire quelques mots sur la présence Yanomami en Amérique latine. Le territoire Yanomami se situe entre le Brésil et le Venezuela. Je ne sais pas si ça se voit trop bien. Enfin, je n'ai pas pu faire une présentation, mais c'est juste là. Voilà. Enfin, ça se voit moyen, quoi. Euh, il occupe une surface de 9 665 hectares. Le territoire comprend 8 peuples et environ 30 000 personnes. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup hein, pour un peuple originaire au Brésil. Enfin, la plupart T'es a sûr que été c'est pas vraiment t'es sûr que c'est pas des kilomètres carrés? et des hectares. C'est très peu, hein, 9 000 hectares. Ah, c'est très peu, hein. En tout cas, sur cette carte, ça paraît beaucoup plus Ça grand. paraît grand, mais c'est pas énorme, hein. Enfin, Mm. ils sont beaucoup, mais pas tant que ça. Ok, bon. En tout cas, j'ai pris l'information sur le site de la, enfin, Bon, ok, pas de mais problème. Désolé, désolé. Euh, ce n'est évidemment pas une nouveauté que de dire que ces peuples subissent des violences, au moins depuis 5 siècles, mais je voudrais souligner que de nos jours, et notamment à partir de 2018, bah, c'est le moment où Bolsonaro il arrive au pouvoir au Brésil notamment, malgré la démarcation de leur territoire qui a eu lieu en 1992, les Yanomami sont victimes d'une guerre avec l'exploitation minière illégale et les épidémies qu'accompagnent ces mineurs. Euh, je dis cela d'abord parce que, enfin, c'est important, je pense, d'attirer l'attention sur les violences que ces peuples continuent de subir et aussi pour souligner que si on veut parler de résistance, comme j'essaye de faire ici aujourd'hui, et de cette résistance en dépit de tout, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée que de parler des Yanomami. Je passe maintenant à quelques éléments sur la société Yanomami qui seront importants pour comprendre les rêves et le rôle des rêves chez ces peuples. Le monde, selon les Yanomami, a été créé par Omama, le démiurge. Il est constitué de 4 disques qui se superposent. Les Yanomami vivent dans le deuxième disque, du coup, le premier, le deuxième, qui s'appelle Hueymosi. Au-dessus d'eux se situe Hutumosi, qui est le dos du ciel, et le monde des morts. C'est là où les morts vivent, enfin vivent entre guillemets. Au-dessus de Rutumosi, il y a encore Tukurimam aussi, qui est habité par des mouches gigantes, qui sont les Yanomami après la deuxième mort. Au-dessous de Ruimosi, c'est-à-dire au-dessous des Yanomami, il y a ce qu'ils appellent Roterimam aussi, qui est un lieu de pourriture et des cannibales. Et selon la mythologie Yanomami, Roterimam aussi, ce monde de pourriture, est le résultat de la première chute du ciel. Enfin, il y a eu une chute du ciel qui a envoyé les Yanomami et la terre à ce monde de pourriture et de cannibalisme. Ces 4 disques ou 4 mondes sont matériellement séparés, mais ils ne le sont pas tout à fait quand il s'agit des rêves, car très souvent, les Yanomami rêvent avec les morts, qui les invitent à les rejoindre à Rutumosi, c'est-à-dire le monde des morts. Je voudrais dire aussi quelques mots sur la constitution de la personne Yanomami.
Bruce Albert décrit la personne Yanomami en différenciant entre les composantes biologiques et métaphysiques. Nous avons donc le Peisiki, qui veut littéralement dire peau. Alors, c'est une enveloppe et correspond au corps biologique. Et le Pei-Ushi, le corps immatériel, qui peut s'approcher de notre conception de psyché. Le Pei-Ushi, ce corps immatériel, se constitue de 4 parties. La première, Pei-Pihi, qui correspond aux émotions et aux pensées conscientes. Ici, nous pouvons peut-être le rapprocher à notre concept de conscience. La deuxième, c'est Pei-Aneporepe, qui correspond à la forme spectrale qui est libérée du corps au moment de la mort. C'est un souffle vital responsable des activités inconscientes. Et nous pouvons le rapprocher du concept d'anima, d'âme. Le troisième, qui s'appelle Pei Utupe, c'est la partie qui va nous intéresser le plus, qui est l'image vitale. C'est cette image qui sort du corps pendant le rêve ou la transe chamanique, et c'est l'Utupe des choses, c'est-à-dire l'image des choses que les chamans voient pendant le rêve ou la transe chamanique. Tout ce qui existe pour les Yanomami a une image. Et Kopenawa, il dit à un moment qu'ils sont très troublés par le fait qu'ils n'ont jamais pu voir Dieu, l'image de Dieu, telle que les Occidentaux parlent de Dieu, et que sûrement ça veut dire qu'il n'existe pas. Enfin, la quatrième partie, ça s'appelle Rishi, qui est l'alter ego animal qu'a tout individu Yanomami. Bon, c'est quand même, je trouve, une sacrée théorie du self, ça. Avant d'arriver à l'étude du rêve, encore 2 éléments importants. Omama, le démiurge, a aussi créé ce qu'ils appellent les chapiri, qui sont les esprits auxiliaires des chamans. Ils apparaissent dans les rêves des chamans, dans les transes chamaniques. Ils protègent les Yanomami et la forêt. Ce sont les chapiri qui choisissent les garçons qui peuvent devenir des chamans, mais la décision est de chaque individu. Enfin, un garçon peut décider de ne pas devenir chaman, de ne pas faire l'initiation chamanique, même si les chapiri apparaissent dans ses rêves. Et enfin, quand on parle de transe chamanique, dans les cas des Yanomami, on parle d'une substance psychoactive qui s'appelle Yakoana. C'est une poudre aspirée, enfin soufflée d'un côté d'un bois et aspirée par les chamans pendant la journée. Et l'utilisation de la yakuana est réservée aux chamans. Bon. Je passe maintenant aux rêves. Le contenu des rêves des Yanomami est intéressant, mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant. C'est ce qu'ils font avec leurs rêves. Car le rêve Yanomami, que ce soit le rêve d'une personne commune ou d'un chaman, ne s'enferme pas sur cette personne, n'est pas une affaire de cabinet psychanalytique. Le rêve qui doit être raconté est souvent l'appel à une action. Les rêves Yanomami portent sur une variété de sujets, sur la chasse, sur les personnes absentes, sur les animaux, sur les morts. La différence entre le chaman et les autres individus de la société repose aussi sur le rêve. Le chaman rêve loin et un rêve, il fait danser les chapirés, les esprits auxiliaires. Ici, il y a une précision importante à faire. Dans la conception Yanomami, rêve et transe chamanique occupent la même place. Cela veut dire que ce que les chamans voient pendant une transe chamanique est considéré comme un rêve, a le même statut que le rêve, il fait appel au même traitement que le rêve. La différence entre les deux activités, que l'on peut dire onirique, est le moment où elles ont lieu. Le rêve, il appartient à la nuit. On ne rêve que pendant la nuit. Alors que la yakuana, et donc la transe chamanique, appartient au jour. Le rêve Yanomami possède une caractéristique intéressante. Il a le statut d'événement. Ce qui arrive pendant le temps du rêve est considéré comme quelque chose qui est déjà arrivé, qui est en train d'arriver ou qui peut arriver. Rêve et éveil ne sont pas confondus dans le sens où l'individu Yanomami ne comprendrait pas ce qui est arrivé en rêve et ce qui est arrivé pendant la journée. Mais pour les Yanomami,
ce qui arrive en rêve a la même importance pour comprendre le monde que ce qui arrive lorsqu'ils sont réveillés. Et même la forme de l'ouvrage de Kopenawa et Albert, on a l'impression qu'il passe de raconter quelque chose au rêve il parle au blanc, il revient et c'est un aller-retour entre les deux choses qui ont vraiment le même statut d'importance. Cela nous aide à comprendre aussi le statut d'étude, de méthode de connaissance qu'a le rêve chez les Yanomami. Kopenawa nous dit que rêver est leur manière d'étudier. Celui qui rêve apprend quelque chose sur le monde. Si on peut dire que le rêve Yanomami est un événement, on peut aussi dire, comme j'ai évoqué auparavant, qu'il est un appel à l'action. Cela veut dire que les rêves que nous pouvons considérer comme prémonitoires ne sont pas pensés à partir d'un déterminisme. C'est dans ce sens que le rêve est un appel à l'action. Cet événement, qui est arrivé à un rêve et qui peut arriver pendant la journée, peut aussi être évité. Prenons un premier exemple simple, qui peut être le rêve de n'importe quel individu Yanomami, le rêve avec un serpent. Dans la logique Yanomami, rêver avec un serpent représente la possibilité imminente de croiser effectivement un serpent pendant la journée. Et souvent, et dans la plupart des cas, en tout cas d'après ce que moi j'ai lu, il n'y a pas de symbolisme très sophistiqué dans la signification des rêves. Enfin, ils sont très clairs et pris très littéralement en tout cas. L'individu faisant ce genre de rêve le raconte le matin et prend les précautions nécessaires, soit en faisant un rituel de protection avant de rentrer dans la forêt, soit en ne sortant pas de la maison. Cela fait que le statut de vérité ou de mensonge du rêve n'a pas beaucoup de sens. Ce qui a beaucoup plus de sens, c'est son rôle d'engendrer une action. Alors, il n'y a pas beaucoup de sens de se demander si un rêve il est vrai, dans le sens où j'ai rêvé avec un serpent, j'ai croisé un serpent, mais c'est plus intéressant de penser qu'un rêve, il résulte dans une action précise. Enfin, voilà. Un autre rêve fréquent, c'est celui avec les morts qui apparaissent en rêve et invitent les vivants à les rejoindre dans le monde des morts. Cet exemple nous sert pour élaborer sur un autre aspect très important du rêve Yanomami. Si, pour la psychanalyse freudienne, le rêve est la manifestation du désir inconscient de celui qui rêve, le rêve Yanomami est la manifestation du désir d'un autre. Pour revenir à l'exemple, rêver avec un mort ou avec une personne absente signifie que le rêveur manque à cette personne et non le contraire. Ici, l'objet du rêve est le sujet du désir et le désir du rêve est le désir de l'autre. Le rêve est le lieu de l'altérité. Le rêveur est toujours donc en position de proie, de vulnérabilité. Et pourtant, le rêveur ne se soumet pas à ce désir de l'autre. Il résiste. Il ne va pas rejoindre ses morts. Il essaye de prendre des mesures pendant la journée, quand il rêve avec des ennemis ou quoi que ce soit. L'existence des Yanomami en tant que Yanomami dépend précisément de cette résistance à la demande et au désir de l'autre. Une autre fois, malgré le désir de l'autre, malgré les dangers imposés par les autres, il faut dire Ya no maimi, ya temishoa. Je ne meurs pas, je suis encore vivant. Pour poursuivre un peu cette élaboration sur le rêve Yanomami, son rapport à la résistance, j'aimerais évoquer deux rêves racontés par Kopenawa dans La chute du ciel. Je cite le premier. Devenu spectre, c'est-à-dire devenu spectre, c'est-à-dire quand son image, ce tutupé, se sépare du corps, il peut rêver ou entrer en transe chamanique, non? Alors, devenu spectre, durant le temps du rêve ou sous l'effet de la yakoana, je voyais souvent les Blancs morceler notre terre, comme ils le font avec la leur. Cela m'inquiétait beaucoup et l'image de maman m'apparaissait aussitôt. Je me disais alors, que veulent donc les Blancs? Pourquoi maltraitent-ils autant la forêt? Ce n'est pas ce qu'a voulu Omama qui l'a créée.
Si, après les avoir fait venir à l'existence, il les a envoyés habiter aussi loin, c'est bien pour qu'ils ne saccagent pas notre forêt. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils reviennent pour la dessiner de cette façon. C'est peut-être ce que veulent leurs anciens, mais si nous leur cédons, nous mourrons tous. J'attire donc l'attention sur certains points. D'abord, la vision du morcellement de la terre comme avertissement qui évoque chez le chaman des questionnements. Il y a aussi peut-être l'étude, non? Et la conclusion. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas céder. Il suffit de connaître un tout petit peu le parcours postérieur de Kopenawa pour se rendre compte qu'il a pris ses rêves très au sérieux, au point de dédier une grande partie de sa vie à la défense de la forêt au Brésil dans le monde. Il est important aussi de remarquer l'entrelacement entre l'écologique, le théologique ou le mythique et le politique dont j'ai parlé au début. Un rêve, et par l'intermédiaire de l'image, c'est-à-dire l'utopie de Mama, du démiurge, Kopenawa voit la destruction de la forêt, ce qui appelle une action qui n'est rien d'autre qu'une action politique. Je passe maintenant au deuxième rêve. C'est un rêve que Kopenawa il a fait lors de son séjour à New York. Je cite, « Dans cette ville, ce n'est pas vraiment la hauteur des immeubles qui m'a le plus effrayé. Ce sont d'autres choses qui se sont révélées durant mes rêves. Ainsi, une nuit, j'ai vu le ciel s'incendier sous la chaleur de la fumée des usines. Les tonnerres, les êtres des éclairs et les spectres des humains étaient pris dans des flammes immenses. Puis, la voûte céleste commença à s'effondrer avec fracas sur la terre. Cela, oui, c'était vraiment terrifiant. » Fin de citation. Voici un rêve où il est question de la chute du ciel, de l'effondrement du monde. La question écologique et la menace de la chute du ciel est présente tout au long de l'ouvrage de Kopenawa et Albert, et cela parce que l'écologie a toujours été là, dans la forêt. Dans un passage assez parlant, Kopenawa nous dit que ce n'est qu'à partir du surgissement du discours écologique dans les villes que les paroles des peuples de la forêt ont commencé à être écoutées. L'écologie a toujours été là. C'est nous qui avons pris trop de temps pour la découvrir. Les Yanomami en rêve voient la forêt. C'est aussi en rêvant qu'ils la connaissent. Les chamans, parce qu'ils connaissent et aiment la forêt, veulent la défendre, font danser les chapiris pour la défendre. La loi d'Omama est la loi de la protection de la forêt. C'est peut-être pour cela que selon la cosmologie Yanomami, le ciel tomberait et le monde s'effondrerait si tous les chamans étaient morts. Il n'y aurait plus personne pour le défendre. J'aimerais finir avec une dernière citation de Kopenawa, qui est peut-être un peu longue, mais qui, à mon avis, est très parlante, très impressionnante. Je cite. « Alors, il se peut que dans très longtemps, d'autres gens viennent à l'existence à notre place. Mais ce seront d'autres habitants de la forêt, d'autres blancs. Ce sont là les paroles de nos anciens sur le futur. Les blancs devraient aussi rêver en pensant à tout cela. Ils finiraient peut-être par comprendre ces choses dont les chamans parlent souvent entre eux. Mais ils ne doivent pas croire que nous sommes uniquement préoccupés par nos maisons et notre forêt ou par les orpailleurs et les éleveurs qui veulent la détruire. Nous nous inquiétons, au-delà de notre sort, de celui de la terre en son entier qui risque de tourner au chaos. Les Blancs ne craignent pas, comme nous, d'être écrasés par la chute du ciel. Mais un jour, ils la redouteront peut-être autant que nous. Les chamans connaissent les mauvaises choses qui menacent les êtres humains. Il n'existe qu'en ciel et il faut s'en soucier car s'il devient malade, tout sera fini. Cela n'arrivera peut-être pas maintenant, mais cela pourrait se produire plus tard. Alors ce seront nos enfants, leurs enfants et les enfants de leurs enfants qui mourront. C'est pourquoi je veux transmettre aux Blancs ces paroles de mise en garde que je tiens de très grands chamans. À travers elles, je veux leur faire comprendre qu'ils devraient rêver plus loin et prêter attention à la voix des esprits de la forêt. Mais je sais bien que la plupart d'entre eux resteront sourds à mes propos. Ce sont d'autres gens. Ils ne nous entendent pas ou ne veulent pas nous écouter. Ils pensent que cet avertissement n'est que mensonge. Mais ce n'est pas le cas, nos paroles sont très anciennes. Si nous étions ignorants, nous resterions muets. Nous sommes certains, au contraire, que la pensée des Blancs,
qui ne savent rien des chapéries et de la forêt est pleine d'oubli. De toute manière, même s'ils n'écoutent pas ces paroles de mon vivant, j'en laisse ici les dessins afin que leurs enfants et ceux qui naîtront après eux puissent comprendre un jour. Ils découvriront alors la pensée des chamans Yanomami et sauront que nous avons voulu défendre la forêt. Bon, jusqu'ici. Merci. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Karina. Ouais, bon, je trouve ça extrêmement puissant. Enfin, c'est très beau, enfin, tout ce que tu... bon, je connaissais le deux noms de Copenhague, mais bon, je trouve que ça me donne envie de lire ce livre. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que pour les Yanomami, le rêve est un performatif? Parce que tu as dit, bon, c'est un événement, un appel à l'action qui permet d'éviter un danger notamment. Mais après, tu dis ainsi, comme il appelle à l'action, il ne se pose pas la question, ne se pose pas la question vrai ou faux. Ça, c'est intéressant parce que je me suis dit, bon, alors est-ce que c'est dans Hésiode ou dans Homère? Je sais plus. Mais en tout cas, soit dans Hésiode ou dans Homère, donc dans les très anciens textes grecs, il y a une distinction entre les rêves, il y a les deux portes par lesquelles passe le rêve, la porte d'ivoire et la porte de corne. Alors, ceux qui passent par la porte d'ivoire sont des rêves vrais, véridiques. Ceux qui passent par la porte de corne sont des rêves mensongers. Alors, c'est intéressant parce que déjà, dans une pensée grecque vraiment très ancienne, pas préhistorique, mais presque, quoi, ça nous ramène à très loin. Il y a déjà une distinction entre le vrai et le faux dans le rêve. Et donc l'idée que le rêve a une portée cognitive ou descriptive, qu'il décrit quelque chose, bon. Alors que là, tu dis, bon, chez les Yanomami, c'est une autre cosmologie, une autre ontologie du rêve, qui échappe totalement à la question du vrai et du faux. Un peu comme quand Aristote disait que bon, tout discours n'est pas, toute parole n'est pas apophantique. Par exemple, la prière ne l'est pas parce qu'elle peut pas être vraie ou fausse. Donc Mhm. ça c'est bon, la prière comme le blasphème, le serment, et l'insulte, etc. Ou le fait de dire je t'aime, ainsi de suite. Bon, c'est des performatifs. Donc en t'écoutant, je me dis au fond, on a l'impression que pour les Yanomami, le rêve n'est pas constatif mais performatif. Est-ce que ça a du sens de dire ça ou pas? Hum, Bon, c'est une bonne question. Oui, peut-être oui, dans le sens où ce qui arrive à un rêve est considéré comme une vérité. Si on veut parler de vérité, de mensonge, le rêve, il est quasiment toujours vrai parce que ce qui arrive à un rêve arrive Oui. dans une autre Hum, dimension et qui a des conséquences sur ce qui arrive pendant la journée. Mais, mais en lisant les récits de rêve, on a l'impression qu'il y a quelque chose de la vision qui se joue. Il y a l'image qui est un jeu dans le rêve, hum, qui se passe dans le rêve est du côté de l'image. Et, et, et on a l'impression que cette image du rêveur, elle voyage et elle voit d'autres choses, mais c'est pas tant qu'elle fait énormément. Enfin, enfin, voilà. Je pense que c'est un peu comme si on était un hum. spectateur dans le rêve. Du coup, je ne sais pas si c'est performatif. Je pense que c'est... Ouais. Parce que ce qu'on sait, bon, par exemple, chez les Hébreux, chez les Grecs, etc., il y a la question du rôle divinatoire du rêve, quoi. C'est Joseph chez le Mhm. pharaon. Bon, donc le rêve annonce quelque chose de manière de l'avenir, de ce qui va venir, de manière imagée, cryptée, etc. Et Mhm. celui qui déchiffre le rêve réussit à prédire l'avenir, à prévoir ce qui va se passer. Donc on est comme Mhm. dans le rapport du vrai et du faux. C'est-à-dire, c'est pas le rêve Mhm. du pharaon qui va faire venir les 7 années de famine. Le rêve annonce que ces années vont venir. Mhm. Et donc, bon, ben, Joseph, déchiffrant le rêve, Freud s'identifiait beaucoup à Joseph, je crois, enfin, j'ai lu ça quelque part.
Bon, ben, comme voilà, le rêve est vrai, celui qui déchiffre le rêve l'annonce au pharaon et donc il peut éviter le danger en stockant des grains du blé dans les greniers pour éviter la famine. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça le rêve de Yanomami. C'est pas un rêve prophétique. Bon, on pourrait croire que c'est ça, puisque là, il se fait prophète, il annonce qu'un jour le ciel tombera à cause de la pollution, Mm. etc. Il met en garde. Ou alors, je rêve d'un serpent, ça veut dire que je vais rencontrer un serpent, donc je dois me protéger. Alors je me dis, ok, si c'est ça, c'est pas très différent du rêve de Joseph ou ben, des rêves dont parle la Bible ou Homère. Enfin, donc je vois pas trop de différence avec le rêve dans les traditions archaïques occidentales. Bon, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas ça non plus. Enfin, puisque tu as dit toi-même, c'est du ni vrai ni faux. Alors, je sais pas, j'ai du mal à saisir ça, quoi. Je pense que c'est une autre dimension. C'est pris comme une autre façon de comprendre le monde qui touche ce monde-là, Mm, qui passe par la conscience et du coup touche le corps, touche le monde. Mais, mais ça arrive, ça se touche, mais ça arrive aussi indépendamment. C'est pour ça que, enfin, c'est peut-être pas vrai dans le sens où ça arrive pas. Le serpent, il est pas là. Et, mm, enfin, il ne passe pas de serpent. Mais le serpent, il était dans le rêve. Du coup, ce rêve, il était vrai en tant que rêve. Enfin, c'est comme une bande de Möbius, le rêve et l'éveil. Enfin, il y a pas de... Le monde, il est pris dans- à partir de ces deux dimensions. Et, mm, enfin, il y a aussi, enfin, le réveil, il informe aussi le rêve. Hein. Ça c'est un peu... mm, euh, c'est plus évident peut-être. Ce sont des manières d'appréhender le monde qui sont différentes, qui mm, se touchent et qui ont des effets l'une sur l'autre, mm. mais qui sont d'égale importance. Enfin voilà. Ah oui, d'accord, ok. Oui. C'est... Ah, le rêve n'est pas supérieur à la vie éveillée, parce que je crois que les aborigènes d'Australie, le rêve donne accès au monde supérieur, et donc il est plus vrai que ce qu'on vit dans la perception. Non, Non, sauf erreur, hein, bon, je connais rien sur ça, Oui, mais non, il n'est pas plus vrai ni moins vrai. d'accord. Ce sont deux façons d'accéder Mm, au monde, à la connaissance, à la forêt. Et puis mm, on apprend aussi, euh, il y a un apprentissage du rêve et de mm, la façon de raconter le rêve, surtout par les mm, chacals qui rêvent plus loin, mm, qui sont plus dans l'altérité, on a envie de dire, et qui du coup vont plus loin, ils voient d'autres choses, ils voient ces esprits qui sont très importants dans la cosmologie mm, Yanomami, qui sont vraiment les responsables pour enfin, défendre la forêt, défendre les mm, Yanomami, les chamans. C'est important de raconter, enfin, il y a des rêves qui se racontent à la maison, entre la famille, il y a des rêves qui sont considérés mm, importants pour toute la collectivité, du coup, qui se racontent, enfin, en assemblée, on va dire. Mais on dit, les jeunes, souvent, ils veulent pas raconter leurs rêves, ils ont honte, ils savent pas le faire, et ça s'apprend aussi, parce que il faut passer par la parole. Ça, c'est intéressant, c'est un point mm, qui touche peut-être mm, avec la psychanalyse. Il faut passer par la parole pour que ça puisse être compris et pour mm, qu'ils puissent décider ce qu'ils vont faire avec. mm. Ouais. Mm. En tout cas, bon, le grand point de démarcation avec l'Occident et la psychanalyse, hein, qui a du coup apparaît très occidental, c'est quand David Kopenawa dit les Blancs ne rêvent que d'eux-mêmes. Tu es parti là-dessus, quoi. Donc, effectivement, Oui. la psychanalyse apparaît comme une pensée blanche, puisqu'elle estime que le rêve est fondamentalement narcissique, alors que le rêve Yanomami, il s'entrelace avec le cosmos, il a une dimension politique, historique, écologique. Agnès, tu veux intervenir, peut-être? Oui, parce que je trouve que c'est Oui. à la fois vrai et faux, cette affirmation que le rêve vu par la psychanalyse ne parlerait que de Oui. l'individu. Euh, Moi, personnellement, j'ai l'expérience d'avoir fait des rêves politiques de grande ampleur, si je puis dire. Et il y a d'autres, évidemment, témoignages de ça. Pensons au rêve comment elle s'appelait, Charlotte, pendant le, voilà, la dictature nazie.
Hmm. Et enfin, je veux dire, il y a une interaction. Alors, bien sûr, nous interprétons les choses à partir de l'individu parce que nous sommes dans une société de Hmm. l'individu. On parle pourtant bien de la même chose. On parle bien d'une visitation par quelque chose d'autre Hmm. pendant un autre état que l'état de veille. Effectivement, on n'a pas les mêmes entrées pour y arriver, si je puis dire. Mais il me semble que même le point de vue individualiste tel que l'a développé Freud euh, peut aussi déboucher sur une sorte d'interaction entre l'individu et le collectif, où l'un se Hmm. nourrit de l'autre et réciproquement, ce qui donne Hmm. d'ailleurs, enfin à mes yeux, quelque chose d'extraordinaire. Parce que il y a une espèce de conjugaison entre l'expérience singulière, avec bon Hmm. ses aléas, ses expériences traumatiques, etc., et le collectif, qui peut donner du coup une intelligibilité au collectif. Hmm. Euh, je pense que c'est d'ailleurs une des grandes sources de la création, enfin, chez les penseurs. Voilà, donc les choses sont peut-être pas si Hmm. opposées. Bien sûr, elles le sont culturellement. Enfin, voilà, ce que je disais, les points de départ sont différents. Mais voilà, je verrais Hmm. des frontières plus poreuses, on va dire, Hmm. Ok. par expérience. Par expérience. Ouais. Euh, je peux Stéphane, aussi, oui. ouais, Ouais. le, le- un peu dans le même esprit, mais à l'inverse, dans l'autre sens. C'est-à-dire, en effet, on peut sans doute, c'est intéressant de peut-être effectivement de reprendre l'approche psychanalytique de l'inconscient au sens général, enfin, quelle que soit la chapelle ou l'auteur, comme effectivement aussi l'ouverture à une dimension qui justement est au, à la fois intime à l'individu, mais aussi une connexion euh, avec ben, le commun, disons, ou quelque chose, disons, vaguement comme ça. Mais à l'inverse, il y a aussi un autre aspect dans ce que tu as montré qui m'a fait un peu tilt, parce que depuis le temps que j'entends parler de... J'ai encore pas vraiment pris le Hmm. temps d'étudier de lire vraiment la chute du ciel, mais c'est vrai que par rapport à la thématique de l'effondrement, tu as vraiment parlé de la perspective, de la vision, très concrètement, de l'effondrement de la Hmm. voûte du ciel, hein, dans un de ses rêves de Copenhague qu'il fait à New York, non? C'est ça, tu Oui. disais? Ah, Euh, non, ça, je trouvais ça vraiment intéressant de finalement, ouais, je sais pas comment. En fait, j'ai pas vraiment une question très claire, mais ça m'a frappé que, en effet, ça, dans la cosmologie Yanomami, peut-être aussi comme dans la cosmologie des anciens Celtes, puisque Voilà. ça se retrouve un peu de manière folklorique chez Astérix, non? Les Gaulois Ouais. qui craignent qu'une chose, que le ciel leur tombe sur la tête, non? C'est un peu, la- un peu une survivance, la même idée peut-être, un peu comme ça, rigolote, euh, mais alors, voilà, finalement, il y aurait peut-être une réflexion à avoir sur euh, une forme d'interprétation de cette mythologie de la voûte du ciel, n'est-ce pas? Et de qu'est-ce que c'est qui en réalité s'effondre au fond. Ça ne veut pas dire que c'est une mythologie qu'il faut décoder dans ce sens, c'est pas ça que je veux dire, mais euh, ou qu'il faudrait que ça soit symbole d'autre chose. On n'a pas une sorte, c'est pas ça. Évidemment, on ne doit pas avoir une cosmologie comme ça réaliste, dualiste, euh, mais mais je veux dire, en tout cas, clairement, l'idée de la voûte du ciel qui s'effondre, c'est pas le ciel là, enfin, c'est pas le ciel qu'étudient les astronomes, non? voilà. Hein? Je veux dire, non, Oui. c'est quelque chose quelque chose qui est charnel, qui est en lien immédiat avec la vie qui se déroule sur Terre, quoi, non? Oui, et oui. En plus, si on pense à ces disques, enfin, de cette façon de voir le monde, enfin, le ciel, ce qu'ils appellent le dos du ciel, c'est le monde des morts. Enfin, c'est la mort qui tombe.
et qui installe le chaos dans la Terre, enfin dans la Terre qui est le monde des Yanomami, enfin notre monde, on va dire. Et là, on retrouve nos zombies alors. Voilà, c'est un peu enfin, il est mort. C'est très intéressant parce que les morts, ils deviennent jeunes à nouveau. Ils vivent encore une fois avec les mêmes personnes et tout. Ils meurent encore une fois pour devenir des mouches qui Des vont... mouches. oui, des mouches. D'accord. Ah, c'est C'est curieux. intéressant. Ce qui est intéressant aussi, j'avais pas dit, mais c'est que les mythes, ils sont rêvés aussi. Enfin, Hmm. les mythes, ils sont rêvés par les chamans une et autre fois. Et, ils retrouvent un peu les mêmes mythes, mais il y a des variations. Enfin, ils sont très vivants dans ce sens parce qu'ils euh, euh, sans cesse rêvés. Et pour ça, enfin, pour retrouver un peu le thème de la vérité, et, le rêve ne peut être que vrai dans ce sens parce que c'est un événement Hmm. d'une autre dimension, mais un événement quand même. Du coup, les chamans, ils racontent les mythes comme enfin, ils disent, je l'ai vu, j'étais là, je l'ai vécu. Enfin, ils voient les mythes et c'est un statut de vérité parce qu'il a été rêvé ou il a été vu, enfin, en trance chamanique, pour eux, c'est la même chose. Ils parlent des deux choses sans distinction. Quand ils racontent des rêves, ils racontent des trans, ils racontent des mythes, Hmm. enfin, ça s'enchaîne. Mhm. C'est c'est intéressant, ouais. Enfin, ce rapport Et au mythe. moi, ce qui m'intéressait quand aussi, c'est quand tu as parlé d'une première chute du ciel qui aurait eu lieu dans le passé et qui aurait créé un monde de pourriture et de cannibalisme. C'est bien Voilà. ça, hein? Donc, Oui, c'est bien ça. il y a eu une apocalypse antérieure et ça risque d'arriver à nouveau. Ça Et, risque alors, et cette d'arriver. apocalypse antérieure, elle a créé une sorte de monde nécrophile, enfin un monde Oui, abject, un monde du un monde déchet abject. et où chacun dévore chacun, enfin un monde Oui, de la dévoration et du déchet, quoi. Et oui, donc c'est un la monde. voûte du ciel, elle est comme une séparation permettant d'éviter à ce stock de déchets, si j'ose dire, de nous tomber dessus. C'est un Oui. peu ça, hein? Enfin, oui, la chute du ciel Oui, représenterait peut-être que, que notre monde, il deviendrait un monde de pourriture aussi, un monde c'est abject, ça. comme Ouais, l'autre. Enfin, ce serait c'est ce encore, qui nous ouais. menace, oui. Mm. Et en fait, Mm. non, bon, je ne veux pas faire. Bon, ce soir, c'est un peu exceptionnel le séminaire parce on a vraiment bon, pris des exposés qui vont dans des directions très différentes, l'une ethnographique, ethnologique, disons, l'autre clinique. Mais bon, on ne va pas chercher à tout prix à faire à recoller les morceaux. Mais en t'écoutant avec cette vision-là, donc d'un cosmos avec des sphères concentriques, si j'ai bien compris, bon, ça c'est assez courant. Mais le risque, certaines de ces disques, enfin, certains de ces disques ou de ces s'effondrent, se craquellent, s'effondrent et laissent donc déferler une pourriture ou une abjection, quelque chose de l'ordre du déchet dans le monde, quoi. Ben, finalement, c'est pas très loin de ce que Stéphane tout à l'heure nous racontait sur la manière dont certains sujets, certains adolescents essaient de reconstruire leur image du corps en essayant de tracer des limites pour résister à certains modes d'effondrement qui brouillent ou font craquer les limites. Simplement, bon, ok, c'est présenté comme une cosmologie, mais ça, c'est pas le problème. Donc, quelque part, j'ai l'impression que ça part un peu de la même chose, c'est-à-dire bah, bon, de défaillance possible de l'enveloppe, d'enveloppe protectrice qui tiennent à l'écart quelque chose qui est d'ordre du déchet, de la mort, de la dévoration, et du risque que ces enveloppes craquent, défaillent, s'effondrent. Il y a un peu de ça, donc finalement, bon, j'avais l'impression en lisant vos deux projets, vos deux arguments, qu'il y avait le fil conducteur extrêmement léger de l'effondrement qui rattachait les deux. Et finalement, c'est plus solide que ça, quoi. C'est même plus qu'un fil. Il y a quelque chose qui articule vraiment les deux exposés l'un à l'autre. Ouais, enfin, je trouve, hein, bon, franchement, hein. Et derrière, il y a bon, bah, tout ce qu'on yeux appelle les pathologies de l'enveloppe. C'est-à-dire le risque d'une défaillance de l'enveloppe, la manière dont on constitue des enveloppes pour se protéger contre un désastre
menaçant, enfin imminent ou menaçant. Et bon, ces enveloppes sont précaires et elles peuvent toujours craquer, s'effondrer et laisser arriver le désastre. Et puis même, bon, cannibale, effectivement, je crois que c'est toi qui parlais des zombies, voilà les zombies. Bah, oui, bon, mort-vivant, cannibale, c'est un petit peu la même chose que ça parle, quoi, me semble-t-il. Euh, Bon, petite parenthèse purement enfin, érudite, vous connaissez Carlo Ginzburg, le grand historien. Il a essayé de faire toute une analyse très forte dans La Nuit des sorcières ou dans les batailles nocturnes. Enfin, c'est très, très, très intéressant ce qu'a fait Ginsburg. Il a tenté d'expliquer bon, toute la mythologie de la sorcellerie, les sorcières. Là, c'est plus Astérix, c'est Harry Potter. Les sorcières qui s'envolent sur leur balai pour aller au sabbat dans la nuit. Il a essayé de rattacher ça à des pratiques et des mythes chamaniques qui auraient persisté de manière obscure et refoulée hein, dans les zones reculées de l'Occident et qui auraient été, parce ici des cas où certains chamans, en plein XVIIe siècle, tombent entre les mains des inquisiteurs de l'Église catholique qui essaient de leur faire avouer qu'en fait, leur vol nocturne, c'est pour aller voir le diable, etc. Alors que disent non, pas du tout, on laisse notre corps comme s'il était mort et on s'envole dans la nuit pour rencontrer les animaux qui nous aident à combattre les ennemis, ainsi on aura de meilleures récoltes l'an prochain. Et les inquisiteurs sont vous voyez, les batailles nocturnes de Ginsburg, ça se passe au XVIIe siècle hein, en Occident. Les inquisiteurs sont totalement sidérés d'entendre un discours pareil. Ils veulent à tout prix les faire avouer que c'est non, non, ils vont voir le diable. Et alors, bon, Ginsburg dit on a tous les aspects bon, du chamanisme, notamment la transe dans laquelle le chaman a un corps catatonique, un corps qui est comme mort, pendant que l'esprit, et là, comment disent les Yanomami, l'image Euh, vitale, enfin, mais voilà, non. l'esprit, enfin, quelque chose de l'esprit s'en va dans un autre monde pour rencontrer des esprits auxiliaires qui sont souvent en général des animaux et engager des batailles fondamentales dont l'avenir de la forêt ou des récoltes dépendra, quoi. C'est intéressant, bon, et c'est aussi peut-être de là que vient le mythe du vampire. Parce que le vampire, c'est aussi une figure de mort-vivant qui est comme endormi, etc., et qui se réveille à intervalles réguliers. Bon, voilà, donc cette mythologie est aussi à l'arrière-plan de l'expérience occidentale, quelque part. Hein. Vous voyez, là, bon, il est très tard, on est fatigué, j'essaie de faire des ponts et des fils entre différentes dimensions, mais enfin, quand on parle de chaman, moi j'entends toujours Ginsburg et la très très belle construction qu'il a faite, une très belle interprétation des grands mythes du Moyen Âge et de la Renaissance, hein, le sabbat des sorcières, les vampires, etc., qui se laissent ramener à des pratiques et une mythologie de type chamanique. Bon, il y a aussi la métamorphose en animal, qui est très importante, parce que les sorcières se métamorphosent en chatte, en louve, en toutes sortes d'animaux, ben, comme les chamans. Simplement, bon, pour nous occidentaux, forcément, c'est maléfique. L'animal étant considéré comme inférieur à l'homme, qu'un homme se transforme, ou une femme plutôt, se transforme en animal, c'est la bestialisation, et donc ça se termine en général sur le bûcher. Ça se termine très mal. Bon, chez les Yanomami, dans le chamanisme initial, ces animaux peuvent être maléfiques, mais ils peuvent être aussi des protecteurs bénéfiques. Il faut tenter de négocier avec eux pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé et empêcher la chute du ciel. Bah, au fond, c'est ce qu'après 30 ou 40 siècles d'Occident, on commence à retrouver un petit peu ça. Hier, j'écoutais à la télévision Baptiste Morisot, qui apparemment vient de publier un livre où il parlait bon, de négocier avec les castors pour essayer de sauver les prairies de la sécheresse. Prendre modèle sur les castors qui construisent des barrages pour retenir les eaux et donc limitent la sécheresse et empêchent les marécages de se former. Et il dit, bon, il faut que nous développions des alliances avec le vivant, et bon, par exemple avec les castors, mais il a aussi travaillé sur les loups, etc. Bah, au fond, c'est le retour du chamanisme au Ah oui, terme. c'est ce qu'ils avaient déjà compris en fait. Voilà, voilà. Euh, C'est juste bon, je ne veux pas du tout faire l'éloge du primitif, de l'archaïque, de l'originaire. Bon, on n'est comme pas jungien, quoi. Mais c'est des pratiques ou des ontologies différenciées dont on commence à redécouvrir l'importance. Mm. Et après tout, bon, ce que Freud nous enseigne, c'est que l'animal n'est pas rien. Le petit Hans, c'est comme une analyse forte de ce que peut être un cheval pour un petit garçon.
Qu'est-ce que c'est qu'avoir la phobie des chevaux qui risquent de le mordre quand il sort dans la rue? Alors bon, on peut dire comme Deleuze, il va trop vite du cheval à papa. Il y a toujours plus d'un loup, plus d'un cheval. Ok, ok. Mais Freud, l'animal chez Freud, c'est pas rien. Je veux dire, il s'est rendu compte que l'animal n'était pas le tout autre de l'homme, mais qu'il y a des identifications, des échanges, une symbolisation qui passe par animalité, dont il faut aussi tenir compte dans les rêves et les symptômes. Je pense, hein, ça me paraît important. Aussi bien les loups de l'homme au loup que les rats de l'homme au rat, le cheval du petit Hans. Au fond, dans les 5 psychanalyses, il y a beaucoup d'animaux. Et il y en a aussi chez d'autres psychanalystes, le petit Arpad qui s'identifie à un coq, je crois, chez Ferenczi, etc. Hein, bon, alors je ne dis pas que Freud est un chaman, hein, ça sera un peu rapide, mais en tout cas, il a fait bouger quelque chose du grand mépris occidental envers l'animalité, hein, de la certitude que l'homme est bon, différent de l'animal et supérieur à l'animal et qu'il n'y a aucun rapport entre les deux mondes. Parce que Freud a touché quelque chose du fantasme dans lequel bon, il y a de l'animal qui passe aussi. Enfin voilà, là il est très tard, hein, j'associe de manière un peu désordonnée, mais enfin, voilà les idées que ça m'inspire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Karina, ou si d'autres veulent associer. Mais moi, je trouve très intéressant ce que tu as présenté, Karina, parce que moi, je t'ai vraiment écouté juste en me laissant traverser par ce que tu disais. Et j'ai pensé à chaque fois où il y avait une grosse différence avec la pratique de l'analyse des rêves en psychanalyse. Hmm, Par exemple, il y a non, une valorisation des rêves du quotidien qui sont totalement zappés en psychanalyse. On se dit, bah voilà, bon, ça c'est le résidu quotidien, hop, ça nous intéresse pas. Ça c'est le contenu manifeste, c'est le contenu latent du hmm, rêve. Donc toutes ces séparations-là qui sont qui forment la métapsychologie, euh, hmm, la section dédiée à l'interprétation des rêves en psychanalyse, sont bien mis à mal par cette manière de, de concevoir le rêve que tu nous as décrite. Et je pense qu'il y a quelque chose qui, moi, ça m'a vraiment fait résonance. Je dis, mais pourquoi moi je commence toujours en pensant au rêve de mes patients, en me disant, ah bon, cette partie-là n'est pas importante. Parce que Mm. ah, tu viens ouais, de me dire que c'est parce que le jour avant, il avait fait ça. hmm, Et donc, et là, par contre, il y a une autre approche où aussi, ça m'a fait beaucoup penser à la différence que Lacan établit entre l'imaginaire en tant qu'image et le symbolique. Et comme là, bon, bah, qu'il y ait une image à l'intérieur du rêve qui fait référence au séjour de New York de hmm, cette personne, est partie du matériel important. hmm, Alors moi, enfin, je trouvais très intéressant ça enfin, ça ramène du matériel nouveau qui est hmm, pas considéré comme important au sein de la hmm, psychanalyse. Je hmm, trouvais ça très intéressant. Voilà. hmm, Oui, merci, Benedetta. hmm, Oui, oui, tu as raison. Euh, En psychanalyse, souvent, on se demande quand on écoute quelqu'un, euh, enfin, on parle de cet autre qui parle à travers le sujet, non? Du sujet parlé par l'autre. Et là, il y a une dimension aussi d'être rêvé par l'autre, non? Enfin, on est hmm, sujet du rêve, mais objet dans un sens aussi. Et il y a quelque chose de l'altérité du rêve qui, bon, parfois on hmm, retrouve, mais c'est comme tu dis, parfois on passe vite pour voir ce qu'il y a pour aller à ce qui en intéresse. Et là, enfin, au moins, à partir de ce que moi j'ai lu, hmm, ça fait qu'on s'arrête un moment pour dire, bah, peut-être que c'est pas que ça. Enfin, qu'est-ce que la psychanalyse ferait de ses rêves aussi, hein? Qu'est-ce que la psychanalyse pourrait faire de ses rêves et bah, enfin, hmm, c'est dangereux aussi, hein, parce que certains pourraient pathologiser enfin, tout cela très vite, mais c'est pas le cas. Euh, c'est vécu comme une expérience, mais pas dans le sens d'un délire, d'une hallucination. Enfin, il y a une frontière quand même très claire
même si le statut d'importance il est partagé avec ce qui est fait pendant l'éveil. Voilà. Excuse-moi, excuse-moi, Oui, Karina. Stéphane? J'avais encore juste une remarque par rapport à ce que tu disais. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à tous ces travaux autour des phénomènes de transe, notamment. Hein, tout ce qui se Mm. trouve, ce que Georges Lapassade parlait d'état modifié de conscience. Hein, ça m'a vraiment fait penser à ça, avec ces différentes modalités de modification de la conscience, que ce soit par le voyage chamanique, justement, mais aussi d'autres moments du côté de modalités plus oniriques qui permettent d'avoir un accès supposément Mm. à une autre forme de vérité. Oui, en effet. Ouais, moi, ça m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Et même, il y a actuellement au niveau je crois que c'est l'université de Lorraine, vers Nancy, il y a tout un groupe de recherche qui s'attache à travailler autour des événements un peu, comment on appelle ça, tout ce qui est un peu paranormal, hein, tout ce qui a un rapport un Mm. peu aux fantômes, à ces questions de sortie de corps, enfin, ces questions-là. Hein, il y a un laboratoire qui travaille ces questions-là, justement. Où Et donc, ça? c'était bien, c'était Où ça? à Nancy, Ah ouais. maintenant, il y a Thomas Rabeyron, qui est maintenant à Lyon, qui est professeur de psychopathologie, et Renaud Évrard, qui a aussi écrit un texte sur la question de la télépathie et Mm. à partir du texte de Freud notamment, Mm. et des phénomènes un peu Mm. de tout ce qui est paranormal. Je trouve plus le terme, ils ont un autre terme qu'ils utilisent maintenant, ça m'échappe un peu, les expériences comme un peu les expériences de mort imminente, enfin il y a différentes thématiques Mm. qu'ils proposent Mm. et ça m'a vraiment fait penser à ce genre de travail aussi. Et il y a un congrès dans pas longtemps via la SLP à Nancy, effectivement, autour de ce thème-là. Ok. Merci de ces informations. Je ne savais pas du tout, Stéphane. Je vais regarder ça aussi. Ouais. Il y a Bah, un c'est... héritage animiste en Occident qu'on peut réactiver petit à petit aussi. Mm. En tout cas, bon, c'est des choses trop sérieuses pour être laissées à l'ésotérisme et aux Jungiens et aux pseudo-chamans qui sont en train de se faire payer très cher parce qu'il y a pas mal de faux chamans qui débarquent un peu partout en Occident et qui deviennent des coachs psychiques. Ouais. Ouais, bon, faut pas leur laisser le champ libre, je crois. Il y aurait encore d'autres questions, peut-être? Je sais pas. Tout le monde a l'air épuisé, là. Je sais pas si c'est... Bah, et c'était bien très Ouais. substantiel. Ça donne vraiment Ah oui. beaucoup de choses qui vont aussi se remettre en place là. Ouais. C'est très stimulant, je trouve. Merci beaucoup. Hein. Bon, bah, très bien. Bah, merci à tous les deux, hein. C'était une séance. Encore une fois, je me dis, tiens, comment on va recoller les morceaux? Et en fait, je trouve que ça parle la même chose, en gros, sur deux plans différents, quoi, en fait. Ouais, ouais. Et donc, je trouve, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue à la fin. Écoutez, bon, merci à tous, merci à ceux qui sont venus, hein. Et donc, la prochaine séance du séminaire aura lieu, sauf erreur, le mercredi 20 novembre. Et là, c'est donc Jean-Philippe Millet, philosophe, qui va intervenir. Je me souviens, je sais plus. Est-ce que quelqu'un se souvient du titre qu'il a donné, Karina? Ah, je l'ai quelque D'accord, part. bravo, waouh, Euh, merci. j'arrive. Je vais aussi l'avoir quelque part, mais j'avoue que je craque là. Je le retrouve 2 secondes. Il avait donné un titre, hein, ça c'est. En attendant, Collapsus animal triste. C'est beau ça. là, ouais, ça D'accord, promet. Euh, d'accord. Juste une super la petite annonce là dans le chat à propos de la soirée spéciale Halloween à Ah, Nancy, j'imagine. Est-ce que vous avez plus d'infos là-dessus? Est-ce qu'il y a c'est où, c'est comment ça se passe Alors, c'est la SLP. A priori, c'est sur place. D'accord. C'est dans une brasserie. Je peux mettre le lien Hello Asso pour la billetterie en ligne. Et sinon, Mais- c'est sur le site de la Société Lorraine de Ah voilà, c'est sur Psychologie. le site, donc on peut D'accord. googler Société Ouais, Lorraine de je peux Psychologie et puis transférer via la RPS si vous voulez.
Ok. Une Ouais. brasserie, et faites attention parce que David Kopenawa nous a averti que quand on boit trop de, les blancs, Ah, on boit trop ouais. de bière et ça rend notre pensée confuse, enchevêtrée. Hein. Ouais, il y a sans doute des substances plus efficaces Ah oui. pour rêver que l'alcool. Ouais. Ça, Ouais, ça, je ça pense a qu'ils ont. Ouais, je pense plutôt qu'ils tendance à nous assommer, ça. Ouais. ils doivent connaître un peu ça, voir les tarahumaras dont parle Artaud. Enfin, Mm. bon, et puis c'est Bon, bon, bah, très bien. Bah, écoutez, au revoir à tous merci et merci infiniment. encore. Et donc rendez-vous Wow. au vin. Ouais. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Quoi. Merci, au revoir.